Bonsoir à tous les amis, quel plaisir de vous retrouver pour ce débrief, ma foi. Cette 31e journée de Ligue 1, exceptionnelle, remarquable, 39 buts inscrits en 9 matchs, des scénarios de fou, des comebacks, des remontadas, des déceptions, des équipes qui peuvent encore croire à l'Europe plus que jamais, d'autres qui ont sans doute dit adieu à la grande, à celle à laquelle on pense tous, la coupe aux grandes oreilles, et finalement on va pouvoir débriefer l'ensemble des rencontres, mais je suis vraiment très content de pouvoir faire ce débrief comme toutes les semaines, cette fois-ci encore un peu plus, parce que voilà, Ligue 1 Plus avait décidé de mettre ces 8 matchs en clair, et franchement, t'es un amoureux, t'es un passionné de foot, t'as pas l'abonnement, tu t'es penché sur le championnat français ce week-end, je pense normalement t'en as eu pour, pas ton argent du coup, mais pour ta gratuité, parce que sincèrement il s'est passé plein de choses, t'as eu du spectacle, vraiment j'ai adoré, enfin même le Havre-Metz où tu te disais bon, ça sent un petit peu, voilà, le match, tout le monde s'en fout, 4-4, la tronche des buts, notamment de Keshta et Doucouré, sensationnel. Donc même Le Havre-Metz t'a donné de belles émotions, de belles vibrations footballistiques. Donc il faut croire que ce championnat a de la ressource et va nous offrir beaucoup de divertissement jusqu'au bout. J'espère que vous allez bien, en tout cas les boss, que vous êtes en forme, que vous passez, comme toujours, un bon dimanche, que votre week-end s'est bien déroulé. Mais ouais, la Ligue 1, tu te posais devant, tout simplement, t'as pris ton pied, t'as vécu de belles choses. On va aller comme d'habitude, pas à pas, sur toutes les rencontres. Oui, on va revenir sur ce qui vient de se passer du côté du Vélodrome. On va revenir sur les victoires de l'OL, de Lille et de Rennes. Peut-être que finalement la course à 5 est en train de se transformer pour les 3 dernières journées sur une course à 3 avec des équipes qui tiennent le rythme, des finales à disputer, pas entre les équipes directement concernées, mais entre, voilà, tu auras de beaux enjeux. T'as un Lyon-Rennes qui arrive la semaine pro aussi, justement, je dis n'importe quoi, désolé, il y a une finale en particulier, c'est un Lyon-Rennes qui va énormément nous passionner. Peut-être que Marseille c'est fini pour avec des champions, ce qui est quand même assez sensationnel. On va prendre le temps d'analyser, c'est pas encore terminé, mais la tronche de la saison de l'OM, avec tout ce qui s'est passé, la Ligue des Champions, le Trophée des Champions, les défaites, les remontées rocambolesques, De Zerbi, Bale, la Coupe de France, et ça maintenant, oh le mal de crâne. Je pensais pas que la saison pourrait aussi mal tourner, et à chaque fois en plus t'as des trucs, tu te demandes si le Vélodrome il a pas été construit sur un cimetière, sur un cimetière indien, parce qu'il y a des forces occultes qui sont à l'œuvre. Penalty obtenu par Jonathan Klaus, ancien joueur du club, transformé par Eli Wahi, ancien joueur, certes éphémère, mais quand même ancien joueur du club, qui se permet en plus une Panenka. Au passage, la Panenka, elle est parfaite, elle est géniale. Avant ça, t'as eu Valentin Rongier, ancien joueur du club, qui met un but lors d'un Rennes-Nantes qui condamne l'OM à gagner encore plus contre Nice, et ça ne se transforme pas. Cette saison 2025-2026, quand il faudra l'analyser plus loin, je sais pas, dans 10-15 ans, quand même ça se trouve dans 50 ans, quand nous, vous et moi, j'espère qu'on sera encore là, qu'on sera en bonne santé, en forme, mais qu'on laissera la place à des archéologues du football, quand ils se pencheront sur la saison 2025-2026 de l'OM, mais faudra vraiment analyser tout dans son ensemble. Ouais, Ilan Kebal en plus, bonsoir Kanto. Je n'ose pas demander comment va le moral, comment se porte notre cher analyste amoureux de l'Olympique de Marseille. Heureusement pour toi, qu'il y a le Nîmes Olympique. J'ai vu qu'ils avaient battu Cannes et que Nîmes peut potentiellement remonter. On a des bonnes nouvelles, en dehors de Marseille évidemment. Il y a la montée de Troyes. Il y a évidemment Nîmes qui peut y croire aussi. Mais du côté de l'OM, comme je vous le dis, je pense que ça va être un peu finito. Et ouais, tous les vents sont contraires pour toi, et c'est génial, quoi. Je viens de voir la bagarre en D2 espagnol à Golden, je pleure de rire. Alors, c'est vrai qu'on a eu un gros week-end de foot en Ligue 1. On a parlé aussi de Ligue 2, on a commencé à le dire avec la montée 3, on en parlera à la fin, je pense. Mais il y a eu, à l'étranger, 2 phénomènes assez géniaux, notamment le fameux match de National League entre Rochdale et York City. Pour ceux qui ne savent pas, en gros, en National League, t'as une montée directe et après t'as des playoffs, sauf que la montée directe, elle se jouait entre 2 équipes qui étaient à plus de 105 points. Genre vraiment le championnat parfait des deux côtés, et le calendrier, hasard de fou,
la dernière journée, c'était entre ces deux équipes concurrentes à la montée. Donc Rochdale était derrière. Rochdale marque le premier but à la 95e minute. Stade à guichet fermé, ça commence à envahir le terrain. C'est de la folie, c'est historique et on n'a jamais vu ça. Engagement, 1 minute 30, 2 minutes après, York City qui égalise sur un espèce de cafouillage. On voit même pas le ballon franchir la ligne, mais quand tu vois la réaction et des joueurs de York qui célèbrent, bon, vous allez me dire c'est normal, mais surtout les gars de Rochdale, vous savez, quand tu prends un but, les mecs ils sont là, ils se prennent la tête entre leurs bras, ils sont par terre. Donc sincèrement, tu vois que ils sont finito. Et du coup, York qui célèbre de nouveau envahissement de terrain par le parkage visiteur où ils étaient 1500, ils étaient comme des fous. Et on a beaucoup parlé de 5e division anglaise. C'est ça qui est beau. Est-ce que j'ai vu le match en direct? J'ai commencé à me brancher là-dessus quand j'ai vu que c'était le temps additionnel. On était dans un centre commercial, ça faisait les courses et j'étais là avec mon appli d'Azone à regarder un match de 5e division. Je me suis dit, mais t'imagines la Victa, mon pipion, à regarder des matchs de National League comme ça. Mais j'ai vibré, j'ai kiffé et surtout, je pense à ces gars-là qui ont vécu un truc assez lunaire, fabuleux. Donc, Rochdale peut encore monter, ils vont faire demi-finale et derrière s'ils gagnent c'est finale de play-off, donc ils ont encore une chance, tu vois, faut juste digérer évidemment ce gros coup de massue. Et comme nous l'a dit notre ami Enzo, on parle de coup de massue, on parle peut-être de coup tout court avec ce qui s'est passé en 2e division espagnole entre Huesca et Saragosse, un match de Liga Adelante, je crois qu'on dit comme ça, entre Huesca et Saragosse. En gros, fin de match, c'est tendu, le gardien il vient pour faire une explication avec le banc, le corps arbitral, et là il y a un mec de Huesca qui vient un peu l'invectiver, il le pousse, voilà, le gars tombe au sol, donc deuxième carton jaune. Ah, maintenant ça s'appelle Liga Hypermotion, c'est vraiment toute la DA eSport, quoi, toute la Liga IFC, donc il pousse le mec, deuxième carton jaune, carton rouge, et là le gardien il a 4-5 secondes de réflexion, il se dit j'ai déjà pris rouge, mais est-ce que je peux pas sortir avec encore plus de panache? Du coup l'arbitre dit carton rouge, allez sortez, et là le gardien il fait un sprint pour aller voir le mec qui vient de pousser, et pas pour dire je te serre la main, c'est bon, on en reste là. Il lui a mis une patate de l'espace, vraiment John Jones Prime, c'est fantastique, il l'a couché, et vraiment derrière bagarre générale, je crois qu'il y a 2 autres joueurs qui ont pris carton rouge, mais vraiment, regardez la séquence, je l'ai partagée sur mon Twitter, où t'as vraiment le gardien qui est là en mode, je prends rouge, ok, il a 3 secondes, même pas de réflexion, il me donne le rouge, ok, mais maintenant j'y vais, allez. Et vraiment, exceptionnelle séquence, et merci à la Liga Hypermotion du coup, de nous avoir offert ça. Et on se régale, vraiment, c'est tip top. J'espère que vous allez bien sur le chat, j'en profite pour vous saluer, j'ai vu qu'on avait le bon Canto 30 qui était là, j'attends avec impatience son débrief de, de Mathieu Vernis et de ce carton rouge face à Pierre Lesmelou. Pareil, puisqu'on en est au moment des explications, quelqu'un m'a dit oui, c'est vrai que c'était un beau week-end de Ligue 1, il y a eu quelques trucs d'arbitrage. C'est vrai qu'il y a eu des choses un peu lunaires. Pour ceux qui n'ont pas suivi, lors de Paris FC Lille, Pierre Lesmelou a pris un carton jaune quelques minutes avant. Et en gros, on siffle faute contre lui. Et il fait un geste un peu d'humeur. Ça, on va dire que c'est le ballon. Et en gros, il prend le ballon, il fait genre, il va le jeter au sol. Mais tu sais, il se retient en mode voilà, enfin, frustré, adrénaline, tout ça. Et s'il avait jeté le ballon, c'était carton jaune et donc rouge tous les jours. Sauf que là, il se retient. Du coup, c'est urbain de sa part. Alors, est-ce que c'est pas rouge direct? Moi, de ce que j'ai vu, selon la désignation de l'arbitre, alors peut-être que je vais aller vérifier, parce que toutes les applications n'ont pas le même code, tout ça, donc Pierre Lesmelou, moi j'ai un 2e jaune. Moi, c'est un 2e jaune, donc il lui met vraiment 2e jaune, mais je suis d'accord avec vous, enfin, évidemment, il y a un geste d'humeur, je ne le nie pas, mais il se retient, tu vois, il sait qu'il n'a pas le droit de faire ça, c'est bon, enfin, bon, je vais pas dire on a tous fait du sport, surtout pas à haut niveau, mais c'est vraiment, t'es dans le truc et tu te retiens, tu vois. C'est vrai qu'il a fait son geste d'humeur dans le pire timing car l'arbitre était devant lui, mais justement, l'arbitre, il doit faire preuve de psychologie, de pédagogie, parce que il voit le gars s'énerver et il doit, tu vois, se dire, ok, il s'est retenu, on va s'expliquer et on continue comme ça. On sait pas s'il vise l'arbitre au moment de jeter le ballon, même s'il croit pas. Moi, de ce que je vois, j'ai l'impression qu'il vise le sol. Quand je vois son regard, j'ai l'impression qu'il vise le sol. Maintenant, voilà, c'est toujours
de l'interprétation. Peut-être qu'on aura un démenti de nos fameux copains de la DTA qui aiment bien faire un petit débrief là, mardi, mercredi, nous expliquer, bah non, finalement ils sont trompés. Bah là, pour le coup, sincèrement, j'aime pas. Je crois que l'arbitre interprète qui mime de jeter le ballon vers lui. Bah là, pour le coup, je pense qu'il s'est trompé parce que moi, de ce que je vois, c'est vraiment le sol. Et même Lesmelou l'a reconnu. Après, bon, Lesmelou n'avait pas dire j'avais envie de lui envoyer un grand ballon dans la tronche. Et là, ouais, c'est vraiment un. J'espère qu'on lui retirera celui-ci. J'espère qu'on lui retirera. Merci beaucoup à Shakito pour le petit prime. Et vous êtes nombreux ce soir, ça fait toujours plaisir avec Clément, Mbaku, Ninor, Valou PSG, T-Periodista, Soso Chat, la modératrice qui vous rappelle évidemment, on est sur YouTube, les rediffs, le podcast, le Cop de Scipion, donc n'hésitez pas à soutenir, vous abonner, commenter et liker. Ça va donner à manger à Bruce, il va encore démonter les arbitres. Oh bah, tu sais, dans l'équipe hors jeu, je pense qu'il n'y a pas que Bruce qui va pouvoir se régaler, se délester de quelques paroles vis-à-vis du corps arbitral. C'est vrai que ça peut gâcher l'ensemble, mais voilà, c'est ce truc de l'Espelou. Je suis d'accord avec vous, pour moi, il n'y avait pas deuxième jaune, donc pas rouge. Maintenant, quand même, on a vécu un beau week-end de Ligue 1. Je pense qu'on peut le dire, hein, tu vois. On a quand même bien pris notre pied et t'as eu pas mal de remontada, tout ça, quoi. Salut, I'm Mastock qui est là pour la première fois. J'ai vu qu'il y en avait d'autres, hein, comme Lascar, comme Shkiproc, qui faisaient leur première sur le chat ici. Donc installez-vous les amis, prenez du bon temps. Bah écoute, ça va tranquille ici. En vrai, bon week-end de foot. Hein. En plus, Bordeaux a gagné. Victoire 4-1 contre l'Ogre Montlouis, malgré un carton rouge très très vite. Donc Bordeaux est revenu à 3 points de La Roche. Donc il reste 3 journées. Alors peut-être que la montée va enfin se produire en Ligue 3. La Roche qui est en train un peu de choke de La Roche qui est peut-être le Arsenal de National 2 et qui sent le souffle chaud des Bordelais sur leur nuque avec ouais, franchement le match était bien plaisant, il y a eu de belles séquences, le troisième but est vraiment stylé, j'ai bien aimé aussi le premier, enfin un Bordeaux en démonstration qui se lâche enfin. Et j'ai sincèrement l'impression que le fait d'avoir perdu ces différents matchs contre, bon, La Roche était la finale, mais aussi contre Choré, t'étais au fond du trou, tu pouvais pas reculer. Et là, il va falloir se remobiliser. Dans tous les cas, la montée, c'est nul sans mercato. Après, hein, on va monter sportivement, mais vous savez, hein, c'est bien d'obtenir sa montée sur le terrain. Maintenant, j'ai parlé du Classico contre La Roche, mais il va y avoir encore une fois le derby, celui que toute la France attend, le Classico face à la DNCG. Est-ce qu'on va enfin passer la DNCG en première instance? Est-ce qu'on va devoir repasser avec un dossier en deuxième instance? Est-ce qu'on va être rétrogradé, puis passer par le tribunal arbitral du sport, saisir le CNOSF de la Fédération Française de Foot? Ah, vous en faites pas les amis, hein, toutes les instances du football français, on les connaît par cœur ici avec Bordeaux. C'est limite quand tu suis les aventures des Girondins au tribunal, c'est comme si t'avais fait 5 ans de droit, gratuitement, comme ça. Allez, bim, t'as un cursus de droit qui te permet de grandir très très vite. On doit de l'argent à toute la terre entière. Je pense que vous avez vu le tweet, hein, on doit 9 millions à la Fédération Suisse, à Guingamp, à Maribor, à Lille. On doit même 800 euros à Bastia. Voilà, enfin, on a des dettes de 800 euros. C'est quand même fabuleux, ça aussi. Il y a un cousin au Brésil qui pourrait vous aider. Il a un club qui s'appelle Botafogo. T'imagines le club co-géré par Textor et Botafogo, mais genre même le FMI il coule, genre en un mois il y a des instances, le CAC 40 c'est la chute vertigineuse, le Nasdaq ça n'existe plus, la bourse de Francfort, de Tokyo, là tu dis adieu à du beau monde, hein. Tu mets les deux gugus à Wall Street, ah bah crois-moi que ça devient une zone à défendre, t'as des zadistes qui s'installent 1 heure et demie après, le lieu est abandonné, sincèrement c'est le combo qui est le plus fou, quoi. Mais comme je vous le dis souvent, on est arrivé à un point où j'en veux même plus à Gérard Lopez. C'est juste arrêtons cette histoire qui ne rime à rien, parce que sincèrement, on n'en peut plus, quoi. Enfin, tournons la page et puis toi t'avanceras, tu referas d'autres projets qui s'annoncent fabuleux. Nous, on essaiera de se reconstruire, mais vraiment qu'on se sépare. Et je dis ça aussi s'il y a une montée. Je précise bien parce que on doit de l'argent à beaucoup de monde et un jour ou l'autre, ça va nous retomber sur
sur la tronche. On va se pencher dès à présent, les amis, sur le classement, voir un petit peu les conséquences, avec évidemment le match nul de Lens et la victoire du PSG, 6 points. Alors qu'il reste à ces deux équipes 4 matchs, t'as évidemment ce Lens PSG, mais voilà, je pense que malheureusement ça s'est joué, peut-être que ça s'est joué avant, dès le derby du Nord, Lens qui ne va peut-être pas refaire son retard, et le PSG qui a maîtrisé Angers avec son équipe bis. On reparlera notamment de la belle prestation de Lucas Beraldo en numéro 6. Juste derrière, bah ouais, c'est cette course à la LDC qui va être haletante, un gros suspense, hein. Lyon et Lille qui sont à une quasi parfaite, franchement, c'est très très fort, hein. Si Lille avait marqué un but de plus, il passait devant, parce que Lyon est devant le LOSC, pour ceux que ça intéresse, parce que là vous voyez, même nombre de points, même différence de buts, c'est pas au nombre de buts inscrits, c'est le goal average particulier, enfin, quand les deux équipes sont affrontées. Et Lyon a battu à 2 reprises le LOSC, ceci explique voilà, cette différence au classement, où l'OL est pour l'instant sur le podium et Lille juste derrière. Rennes qui tient le rythme, 4ème victoire de suite, qui est donc 5ème. Marseille, qui n'a pas perdu pour le coup là, notre ami Google leur a enlevé un truc, donc Marseille, ouais, une seule victoire sur les 5 dernières journées, 3 points de retard sur Rennes, 4 sur la 4ème place. L'objectif annoncé, affiché, va vraiment faire beaucoup de mal. Là, je pense que c'est presque une fin quoi, comme Monaco, car ouais, Monaco c'est encore pire parce que 6 points de retard sur Lille. Pourtant t'as un Monaco-Lille, hein, à la J33, mais Monaco inexplicable, hein, t'as fait un 12 sur 12. Lens, t'as fait Lens, Marseille, Paris, Lyon, et derrière tu fais 2 sur 9, Paris FC, Toulouse et Auxerre. Après, bah, on sait que Monaco a une appétence pour les beaux rendez-vous, sauf qu'un championnat, c'est 34 journées, il faut aussi gérer les équipes deuxième partie de tableau, ventre mou, maintien, et ça les Monégasques ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, parce que tu rajoutes ne serait-ce que voilà, une victoire contre Auxerre, ou même, voilà, même contre Toulouse, 4 points de plus, tu serais à 55, donc t'aurais quand même encore ton mot à dire pour la LDC, et si tu gagnais par exemple contre Lille et que tout le monde gagnait, tu passais devant, donc là c'est se tirer une balle dans le pied, et inexplicable vraiment la baisse de régime, même physique. Est-ce que c'est finalement tous les efforts en Ligue des Champions, c'est le contre-coup, et aussi un banc, hein, franchement le banc monégasque avec Eric Dyer, avec même Paul Pogba. Alors Pogba, il en fait, hein, des jubilés, des tournées d'adieu, des ovations dans différents stades de Ligue 1, mais au bout d'un moment, il faut aussi qu'il y ait du terrain. Et c'est pas foufou. Ça, c'est clair, quoi. Et puis Strasbourg, qui, voilà, qui a un match en moins, qui se joue à Brest. Si Strasbourg gagne, ça peut revenir à 2 points de Monaco. On sait jamais, hein, si ils gagnent pas en Conference League, que la 7ème place devient qualificative avec la victoire de Lens potentiellement en Coupe de France. Ça peut changer pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on a en bas? Ouais, là par contre, en bas, il n'y a pas eu beaucoup de victoires, ça s'est neutralisé. Et Nice qui prend quand même un point de plus par rapport au Auxerre. Elle est là, la belle opération. Nice ne gagne plus beaucoup, mais il y a un matelas qui peut s'opérer. Nice reçoit Lens et Auxerre reçoit Angers. Après, bah, si Auxerre bat Angers et que Nice perd, il reviendra à 2 points. 33e journée, Auxerre-Nice. Mais derrière, vous savez que Nice recevra Metz. Mais Metz, on l'a vu, hein, avec le banger de cette journée, Le Havre-Metz, où ça a été fantastique. Metz est en Ligue 2, ils le savent déjà. Mais au moins, il y a cette volonté de se battre sur le terrain, d'essayer quelque chose de différent, de ne pas totalement renoncer. Donc même un Metz peut-être condamné plus que tout, peut-être aller faire un truc à Nice, mais Nice a quand même un état d'esprit où tu te dis qu'ils iront chercher des points et peut-être préparer cette finale de Coupe de France dans un climat particulier. L'OM est à sa place, 6ème à notre niveau, on ne mérite pas plus. Le constat est dur de la part d'Atlas Lyon, hein, mais on va y venir forcément. Ça picote beaucoup, hein. Ça picote cette 31e journée pour l'OM, était très loin de toutes tes ambitions. Après, on va revenir sur certains choix d'Habib Bey, où la compo de départ, elle était un peu effrayante finalement. Bon, voilà, il a obtenu ce premier but, c'est plus sur les changements et certains choix où ça peut être un petit peu... où ça interpelle, mais il va falloir vraiment reconstruire ce club et repartir sur un truc assez différent. Merci beaucoup Cormano78 pour le petit prime.
Ouais, après, il y a des équipes qui sont en roue libre, hein. C'est vrai, Brest. Bon, après, Brest, ils ont fait une très belle première période contre Lens, beaucoup de réussite. Mais derrière, on a senti que Lens avait envie de se remobiliser, de revenir au contact. Même Toulouse, tu vois, qui a eu une grosse désillusion avec la demi de Coupe de France, aller chercher son nul contre Monaco. Non, c'est vrai que cette 31e journée de Ligue 1, on s'en souviendra. Je pense que on en avait vu une autre il y a quoi il y a 2 mois de mémoire qui avait été sympa. Mais là, franchement, j'ai bien kiffé. C'est parti pour le débrief et on commence par ce Marseille-Nice. Aïe aïe aïe. Honnêtement, la compo de départ était très étonnante parce que il y avait qu'un seul pur joueur offensif, Aubameyang, pour jouer face au 15e de Ligue 1 à la maison. L'objectif, je pense, c'était un peu densifier le milieu, voire plus que densifier, vraiment apporter ça, peut-être blinder un peu les côtés avec le retour d'Emerson, Wea. Tocho Kunadi également aligné pour la première fois. Et c'est vrai que ce soir, bah évidemment, le scénario, il est terrible. Tu ne gagnes pas contre Nice, c'était un peu le dernier espoir, je pense, pour aller chercher la LDC. Derrière, je vois pas. En fait, le problème, c'est que tu peux dire qu'il y a peut-être un des trois devant qui va te choquer, mais est-ce que les trois devant ensemble vont te choquer? Est-ce que d'ici. Après, c'est sûr, Lyon et Rennes ne vont pas être tous les deux gagnés. Voilà, tu peux te dire ça, mais là, va falloir vraiment s'employer, se déployer, surtout que tu vas quand même avoir un Marseille-Lens, un Marseille-Rennes dernière journée, où on sait que ce genre de rendez-vous, Marseille, sait plus trop comment les apprécier. C'est ça qui est un peu terrible. Mais j'ai bien aimé quand même le match de Nadi, qui a fait un très beau centre pour Heuberg sur l'ouverture du score. Joueur étonnant de par ses caractéristiques, mais finalement pour l'intensité, l'impact que Habib Bey n'arrêtait pas de vouloir transmettre dans ses différentes conférences de presse, c'est à mourir de rire, se dire pourquoi est-ce qu'on s'est passé de ce garçon, sans dire que voilà, il devait passer devant certains sénateurs, mais au bout d'un moment, la méritocratie, elle est aussi là. On a vu beaucoup de limites dans cette OM et sincèrement Nadi pour moi il aurait dû avoir un peu plus de temps de jeu depuis voilà son arrivée cet hiver. T'aurais dû l'intégrer, t'aurais dû lui donner un peu plus voilà de minutes, Coupe de France, tout ça, parce que il a au moins l'état d'esprit et c'est un cliché hein, mais c'est le gars qui voilà il va tacler dans la boue, il va courir partout et je pense qu'à l'OM quand t'es un peu une équipe voilà, dans la tête, t'es un peu flingué, quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'avec tout ce qui s'est passé, et à chaque fois on le rappelle, mais c'est vrai que cette saison, elle a commencé en août avec le Rennes-OM, la bagarre, je mets les guillemets, hein, Rabiot, et tout ce qui s'est passé ensuite, tous les changements, tous les matchs, tous les scénarios, on en arrive à ça, et c'est vrai que même certains supporters marseillais n'avaient qu'une seule envie, déjà pas avant ce match, hein, mais notamment sur d'autres rencontres, que cette saison, elle se termine. Et quand t'es supporter, que t'as l'occasion tu vois, de te qualifier en Ligue des Champions, de vivre un peu un truc euphorique, fin de saison, voilà, avec l'engouement, la dynamique, quand t'en es là à 5-6 journées de la fin et tu dis non, moi je veux juste que ça se termine, ça veut dire à quel point ils ont quand même épuisé beaucoup de monde. Ils se sont épuisés eux-mêmes, ils ont épuisé leurs supporters. Après, voilà, ce soir, t'avais quand même l'occasion, normalement, de battre une équipe. Après, on savait que Nice allait venir regrouper. Ça a été le cas à Lille, ça a été le cas à Strasbourg. Cette solidarité leur a permis de ne pas perdre à chaque fois. Voilà, 31% de possession, 24 tirs à 5, seulement 6 cadrés pour l'OM. Finalement, au niveau des XG, t'as pas une différence nette. Bon, évidemment, t'as le penalty de Wai qui va te convertir pas mal de choses. Mais pour le coup, l'OM a beaucoup tenté, sans avoir peut-être certains attaquants. Après, ce soir, tu avais du coup Greenwood. On a Habib Bey qui a expliqué sur Ligue 1 Plus qu'il voulait le préserver parce qu'apparemment il n'était pas à 100%. Grosse douleur ressentie déjà à Lorient. En absent, tu avais Peixao, Guéry et Ahmed Julien Traoré. Mais bon, il y a quand même un aveu d'échec, c'est Ethan Nwaneri. Waouh, on en parle du pré. Enfin, il y a eu ce but là contre Lens, un peu sensationnel, le petit crochet, la frappe, le petit filet. Enfin, on était là quoi. On se disait bon bah c'est comme Hendrick quoi. C'est les deux gamins qui vont porter un peu la deuxième partie de saison. Il a totalement disparu et voilà, Bibé il l'a dit aussi. Hein. Nwaneri.
bah, il n'y a pas assez d'investissement pour que je le mette. Et quand tu reconnais face caméra qu'il y a un mec qui manque voilà, d'envie, alors que bon, c'est un peu des fois la limite de ses précours, c'est que le mec, il va retourner à Arsenal, il s'en fout de l'OM, faut le dire. C'est triste, hein, parce que on aurait aimé que ça aille un peu plus loin cette histoire, que voilà, il soit le héros, le mec qui débloque. Mais quand tu vois son temps de jeu qui a fondu comme neige au soleil, et même le tir au but là qu'il a envoyé en Coupe de France, où ça se voyait qu'il s'en foutait un petit peu, c'est vrai que c'est un peu dramatique. Après, moi je trouvais que honnêtement c'était une bonne idée. Maintenant, bah des fois on n'a pas toujours la réponse absolue, on n'a pas toujours le flair, et les dirigeants marseillais pour moi ont eu raison de tenter ce coup. Maintenant, bah Nwaneri va repartir, et bon, la saison prochaine sera voilà le prêt à Fulham, à Brentford, tout ça quoi. C'est là où ça va être assez. Il va devoir rebondir. Il va devoir rebondir parce que pour moi, ce prêt est quand même en échec. Il s'en foutait pas du tir au but, il était en larmes, le garçon, ça a tué. Ouais, franchement, ok, moi j'ai pas vu les larmes, mais la nonchalance avec laquelle il l'a tiré, enfin la plupart de ses entrées, j'aime pas tirer sur les jeunes joueurs, hein, ils doivent se développer, mais là, il y a quand même un minimum d'investissement à avoir. Et pour moi, Nwaneri ne l'a pas eu. Habib Bey, on peut le critiquer sur plein de choses. Ce soir, encore une fois, on peut le dire. Son approche par rapport à une équipe qui va être arc-boutée devant ses buts. Voilà, les changements en cours de match, ou peut-être qu'il n'a pas tout bien senti. Mais Nwaneri, bon, le prêt, c'est un échec. On peut pas dire autre chose, hein. Ça, c'est une certitude. Maintenant, là, on va y arriver petit à petit. Hein, sincèrement, Medina, Balerdi, Rouli, le trio là, le gang argentin, les gars qui veulent faire les terreurs, qui veulent faire dégoupiller les adversaires. D'ailleurs, Medina, interview assez intéressante hein, sur Ligue 1+, pareil, pour répondre dans cette trajectoire actuelle, dans ce qui se passe à ce moment-là. Bah, alors le match qu'ils ont envoyé, et surtout Rouli, quoi, l'histoire avec Wai, le chambrage, tout ça. Moi, franchement, j'aime quand la Ligue 1 m'offre des histoires comme ça. Wai qui revient, un gros transfert du club qui n'a pas fonctionné, exfiltré 6 mois après à Francfort, il revient, il se fait huer, il se fait attaquer. Je pense qu'il voulait le faire dégouber parce qu'on sait que Wai il a un caractère où ça peut y aller. Il voulait absolument, tu vois, que ça pète un câble. Ils sont restés. Il est resté, tu vois, dans son match, même s'il a pris un jaune, ça c'est... Ouais, tu sais, il y a eu des petites tapettes, il y a eu des petits doigts, voilà, enfin, ça s'est bien touché, il y a eu, voilà, il y a eu du contact, et c'est vrai que ce moment où Rui arrête pas, tu vois, d'aller voir Wai, de tenter de le déconcentrer, qui en a fait des caisses sur le chambrage pour le faire péter un câble, alors là, la Panenka, d'ailleurs, on en parle, la Panenka, elle est incroyable, hein. Franchement, elle est parfaite, elle est trop bien tirée, elle est tout ce qu'il faut dans l'aspect aérien, elle retombe comme il faut. J'ai vraiment cru que ça n'allait pas fonctionner, euh, mais ça a quand même fini par le faire, quoi. Ok, ils sont détestables, mais ils ont pocket Wai, on l'a pas vu du match. Alors oui, l'histoire donne raison avec la Panenka, mais Medina et Balerdi font un énorme match. Moi, franchement, énorme match. Quentin, je suis pas sûr, hein. Enfin, ils font peut-être leur match. Oui, on l'a pas vu parce que bah voilà, il était un peu esselé avec chaud tout ça, mais énorme match. Franchement, moi je peux m'enflammer sur certaines choses, mais là on peut pas parler d'énorme match face au 15e de Ligue 1. Enfin, surtout avec tout ce qui s'est passé. Et Balerdi, là, j'ai l'impression qu'il a perdu beaucoup de duels aériens, non? J'ai l'impression que il en a perdu quelques-uns. Ah non, je dis n'importe quoi, duel aérien remporté 6/8. C'est vrai que les stats donnent raison, mais je sais pas. Moi, j'avoue que cette action m'a quand même un peu interpellé, et ils ont voulu faire sortir le gars de son match, et finalement, bah, peut-être il aurait fallu se concentrer plus sur le terrain, sur le jeu, et pas vouloir faire des règlements de compte avec Wai, qui lui s'est payé le luxe d'envoyer sa petite Panenka. À la fin, le gars de Ligue 1 Plus a employé cette formule génialissime. Ça chauffe entre Wai et le banc marseillais. Wai qui a été exfiltré vers les vestiaires. Cette phrase, elle est géniale. Exfiltré, enfin, on entend ça qu'à l'ouverture du JT de 20h, quand on parle voilà, de certains narcos au Mexique. Dernière fois que je l'ai entendu personnellement, c'était dans des aventures de Sam Fisher sur Splinter Cell, mais à partir du moment où t'exfiltres un footballeur d'un match de Ligue 1, c'est quand même assez, assez sensationnel.
Il me semble que Rouli avait déjà chambré après un arrêt sur une frappe finalement hors jeu pour quelques minutes après son dégagement contré par Bard. L'attitude bomber le torse, c'est ridicule. Oui, c'est vrai. C'est vrai que voilà, il a fait ça. Surtout que juste après, ouais, comme tu dis, il y a cette action, il se laisse emporter et Bard, je crois que c'est Boudache qui la met à côté. C'est vraiment une grosse alerte. Donc il va falloir un peu plus se concentrer quand même sur le jeu et arrêter ce truc un petit peu, voilà, grinta, hargne, agressivité. Nous, c'est les bonhommes, quoi. Enfin, il y a d'autres priorités, je pense, pour l'OM en ce moment. Maintenant, bah ouais, le constat d'échec, il est là, hein, on l'a dit tout à l'heure, mais l'OM est 6ème, 53 points, 3 points de moins que Rennes que tu reçois à dernière journée. Donc peut-être que Rennes peut tout perdre, parce que Rennes peut échouer contre l'OL, Rennes peut ne pas gagner aussi. Rennes a aussi le Paris FC entre-temps, donc ce sera peut-être pas simple. Et cette finale, mais il faut que Marseille reprenne confiance, batte et Nantes et Le Havre, et sur le papier c'est accessible. Mais cette saison, vous connaissez comme moi l'OM, t'as l'impression qu'aucun match n'est facile, aucun match n'est donné pour cette équipe. Donc il va falloir un petit peu se remobiliser. Mais après, je suis d'accord avec vous, hein. L'effectif, il est pas dégueu. C'est juste des fois, tu sais, il y a des contextes où tu as l'impression que rien ne peut tourner en ta faveur et que, ouais, il y a des tirs qui passent à côté. Voilà, la tête d'Aubameyang sur le centre de Wea. Cette tête à la fin de Balerdi, tu m'as demandé s'il y avait la stat. Est-ce qu'on va peut-être la voir parce que celle-ci, elle est vraiment juste là. Balerdi, 0,70 que j'ai. Alors après, la tête, elle est un peu particulière parce qu'il arrive vraiment, il fonce presque sur le ballon et j'ai l'impression qu'il est un peu désaxé par rapport au but. Mais oui, cette action, elle est assez criante. T'as Vermeuren qui en a une belle d'entrée, c'est vrai également. T'as Diouf qui fait son match, ça on peut le dire. Mais ouais, très clairement, cet Olympique de Marseille se prend encore une fois les pieds dans le tapis. Il va falloir tout reconstruire pour la saison prochaine. Pour moi, faut changer le coach. Enfin, Habib Bey, service rendu, voilà, merci, t'es venu dépanner en fin de saison, mais lui qui s'imagine là la saison prochaine, ça peut pas continuer. Enfin, après, les échos des vestiaires, tout ça, ils sont ce qu'ils sont. Il a perdu, son équipe. C'est pas évident. Plus personne ne croit en lui. Ça, on sait jamais la vérité parce que c'est facile de surfer sur un truc un peu comme ça, un incendie que t'arrives pas à éteindre. Mais moi, je ne continue pas avec lui. Enfin, vraiment, je préfère partir sur un autre profil de coach. J'ai vu que ça parlait de Sergio Conceição, par exemple. Pourquoi pas, hein. Après, on a tenté beaucoup de choses quand même du côté de l'OM au niveau des profils des entraîneurs, avec Tudor, avec Marcelino, avec Sampaoli, avec De Zerbi. Ouais, c'est toujours un peu ta ligne directrice vers quoi tu veux aller, surtout que t'as Benassia également qui va partir, hein, ça va être fini pour lui. Beaucoup de boulot pour Stéphane Richard, ça va pas être évident. T'en penses quoi de sa compo ce soir ? Il envoie des messages par rapport à certains joueurs, les offensifs, comme je l'ai dit, Nwaneri qui ne rentre pas, c'est terrible parce qu'il y a du beau monde qui est pas là, Gouiri, Peixao, même Traoré, et là, même le petit, il rentre pas, ça c'est quand même terrible. Après, Greenwood, blessure diplomatique, réelle blessure, ça c'est toujours la même chose. Mais la compo, elle m'a grandement surpris. Après, dans le contexte de ce qu'on voit de Marseille en ce moment, c'était pas déconnant de miser sur une forme de gros équilibre et t'avais le ballon, t'avais des centreurs pas trop dégueux, notamment avec Wea. Tu te dis pourquoi pas, 3-6-1 historique, hein. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs offensifs, mais après c'est comme d'habitude, tu mènes 1-0, tu commences à reculer, à te faire peur, t'as Rouli qui a cette action contre Bard où il fait n'importe quoi. Et puis bon, le penalty, oui, c'est l'histoire de ce club, concédé sur Klose, ancien de la maison, converti par Wai, ancien de la maison, et juste après t'as le petit Mahdi qui concède lui-même ce penalty, qui a une même action similaire avec Klose, on voit Klose lui marcher dessus, et le petit il est dans le feu de l'action, il tombe pas, alors qu'un joueur avec même 3-4 ans de bouteille en plus, il aurait très clairement obtenu le penalty, il serait laissé tomber, et il aurait eu raison, tu vois. Donc c'est très particulier. Je sais pas pourquoi, mais je sens que Rashford rebondir à l'OM. Ah, si t'as pas avec des champions financièrement pour attirer Rashford, va falloir vendre quelques loges, va falloir s'endetter, va falloir en activer des leviers économiques, comme un certain club de Catalogne. Et pour le coup, Nice, semaine assez prodigieuse, bénéfique. Tu prends 2 points contre 2 gros à l'extérieur du championnat, Lille et Marseille, tu vas vivre cette finale de Coupe de France.
Maintenant, reste à gérer le plus dur avec cette fin de saison où tu n'as vraiment pas assuré ton maintien. Tu as un potentiel danger de la JOCR, mais la JOCR qui fait pas forcément le sprint idéal, idyllique pour aller voilà, te titiller. Maintenant, il faut que tu restes sur tes gardes parce que bah, si Auxerre te passe devant avant la J34, même si c'est un Nice-Metz sur le papier, ça va faire victoire tous les jours, on sait qu'il y a des scénarios à la fin où ça peut t'échapper. Donc, il faut vraiment sécuriser quelques points, que ce soit contre Lens et même contre Auxerre. Même on parle d'Auxerre comme si c'était voilà, quasiment acquis. Cette équipe niçoise qui a appris à beaucoup mieux défendre sous Puel depuis un moment, qui a un attaquant qui plante pas mal depuis son retour en France, c'est Wai. Ouais, elle est un peu plus fonctionnelle. Elle fait pas rêver, elle a des gros manques, mais ça peut aller chercher le maintien, quoi. Je te donne une petite transition sur le prochain match, mais sur la dynamique, est-ce que la finale de Coupe de France serait pas beaucoup plus serrée qu'on ne le pense? En fait, c'est toujours particulier parce qu'on ne sait pas où en seront ces deux équipes à la fin. Maintenant, Lens a quand même encore un avantage pour moi d'un point de vue de l'effectif. Voilà, ils vont peut-être arriver plus frais mentalement. S'ils perdent le titre, tu vois, et qu'ils tournent la page et qu'ils disent focus Coupe de France. Après, Nice, dans sa capacité à jouer contre les gros depuis un moment, à faire des résultats comme on le voit sur les 7-8 derniers jours, ouais, ils vont embêter. Je pense pas que Lens va plier Nice. Je pense que ça se jouera peut-être à un but. Ça, c'est. Par contre, on va être d'accord là-dessus. Et ouais, on va y aller sur ce Brest-Lens. Fantastique. La prise de parole de Pierre Sage, pareil, sur Ligue 1, qui s'est senti trahi par certains joueurs alignés d'entrée. Il y avait une forme de rotation après le match de Coupe de France. Dans la débauche d'énergie, c'est vrai que le match s'est joué le mardi. La Ligue 1, ça reprenait vendredi pour les Lensois. Donc il y avait quand même une ossature de joueurs avec Risser, Sarr, Gagnou, Sangaré, Thomasson, Udol. Mais sinon, pas mal de changements. Wesley Saïd qui fait une belle saison, mais Wesley Saïd, on peut le dire qu'il a peut-être la tête déjà au Qatar, hein, qu'il a peut-être déjà envisagé cette fin d'aventure. Bon, il était pas trop concerné, beaucoup d'appels à contre-temps, de mauvais choix. Comme je le dis, c'est dur parce qu'on beaucoup lui tombe dessus, mais sa saison est quand même très sympa en Ligue 1. Mais ouais, Pierre Sage qui dit qu'il s'est senti trahi, que voilà, normalement le temps de jeu ça doit se mériter. Là, il était plus dans une optique de ouais, les minutes ça se donne pas, ça se gagne. Il était là en mode bon bah j'arrête de faire de la charité, maintenant ce sera la meilleure équipe jusqu'au bout et puis pour les autres basta quoi. Donc je pense que Masuaku, Saïd, Sima, Sotoka, peut-être Aguilar, on va pas les revoir beaucoup, hormis en entrant. Là, quand tu vois l'entrée géniale d'Alain Saint-Maximin, ce qu'a impulsé même un Flotov, Saoud Abdoulhamid, tout ça, on a vraiment vu des gars qui en voulaient plus que les titulaires d'entrée. Et ouais, la prise de parole de Pierre Sage, elle est forte, elle est symbolique, et bon, ça peut peut-être aussi signifier que certains remplaçants de cette saison n'ont pas totalement donné satisfaction pour un deuxième de Ligue 1. Après, Sotoka, il a quoi? Il a 35 ans. Voilà, tu vois, Sima, c'est un des seuls ratés du mercato lensois, même s'il a marqué un but très important à Auxerre lors de la première partie de saison. Maintenant, voilà, c'est des joueurs, on va se serrer la main, ils vont partir sur un autre projet, et tant mieux pour eux. Mais pour Lens, tu sens qu'il va falloir aller chercher peut-être d'autres remplaçants, d'autres profils, des gars un peu plus motivés. Après, bon, avec les Ligues des Champions, je pense que ça serait le cas. Mais quand tu vois leur rendu en Ligue 1, il y a de quoi être dubitatif. J'ai adoré la première période de Brest, qui a vraiment été écœurant au possible, parce que la première période, 3 tirs, 3 cadrés, 3 buts, 0,15 d'XG, et ça fait 3-0. Ça fait France-Brésil, 98. On aime le foot pour ça. C'est vrai que t'avais de quoi un petit peu être en mode, mais c'est pas possible. Alors, t'as quand même le Daouda Guindo qui a sorti un match génial. Cette frappe entrée de surface, puis le centre parfaitement déposé sur Toussard, et aussi le but de Dina Mbimbe. Ça a totalement souri aux Brestois qui ont en fait une mi-temps parfaite comme on l'entendait. Brest qui, c'est vrai, termine un peu sa saison comme pas mal d'équipes de Ligue 1, tu vois, tranquillement, pépère. Voilà, enfin, on pense déjà aux vacances, on va tranquillement se faire l'intersaison. Mais c'est bien aussi de faire plaisir au public, parce que ça a quand même été une saison sympathique du côté de Francis Leblé. Ils l'auront bien rendu sur la première période. Après, sur la deuxième, on a vu le deuxième de Ligue 1. On a vu une très très belle équipe. Et il y a de quoi avoir des regrets pour Pierre Sage. Peut-être qu'il aurait dû faire des changements dès la 30e, hein, vu comment ça se passait mal. Et certains joueurs...
était perdu. Enfin, faut le dire, c'était vraiment pas évident pour Lens. Ouais, c'est vrai que ça fait toujours bizarre de les voir un peu méconnaître ça comme ça. C'est pas la première fois, hein. Sur le dernier mois, on a eu cette défaite 3-0 à Lille. On a eu l'entame ratée contre Toulouse en Ligue 1. Ils sont moins sur un rythme de croisière. C'est pour ça, je pense que notre ami sur le chat disait bon, pourquoi pas avoir un scénario plus serré. Ce sera pas donné, hein, parce que ça reste une finale et des favoris qui perdent pied. Rennes PSG, Guingamp Rennes, Nantes Nice, on en a connu je ne sais combien. Donc il faut toujours rester méfiant. Mais là, pour le coup, je pense pour les 4 dernières journées du côté de Lens, on va envoyer du lourd, hein. Et d'ailleurs, j'ai adoré l'entrée de Saint-Maximin et même la semaine d'Alain Saint-Maximin. Chapeau à lui parce que l'entrée contre Toulouse, il change beaucoup de choses. Son match contre le TEF, titulaire d'entrée en Coupe de France, il est parfait. Pour moi, il a pris la place de Saïd dans le 11. Et même là, son match, il provoque, il tente, il obtient beaucoup de choses. Et voilà, ça, c'est un vrai compétiteur, c'est un gagneur. Et lui-même, on a senti dans son interview d'après-match qu'il était frustré du résultat final, qu'il en veut plus. Maintenant, vous savez que Alain Saint-Maximin, bah voilà, c'était un contrat court. Qu'est-ce qu'on fait pour la saison prochaine? Évidemment, sportivement, il faut le garder, enfin, il n'y a pas photo, mais financièrement, c'est là où tu sais que Lens est un club bien réfléchi parce que tu as le côté affectif, mais il faut pas se laisser prendre des fois par les émotions, par les sentiments, et se détacher, et se dire, bon, est-ce que Saint-Max est prêt à faire un effort où on sait c'est déjà pas mal pour lui. Je sais pas si Alain Saint-Maximin, on a Foot Mercato qui a l'estimation de son salaire. Là, du coup, c'est 200 000 euros par mois. Et à la Lille, il était à 11 millions par an. Et au Mexique, il était à 11 millions. C'est vrai qu'il a divisé par ouais, quasiment 4-5. Et ouais, il va falloir voir un petit peu comment il peut bah, le revaloriser, jusqu'où on est prêt à aller du côté de Lens. En tout cas, sur ce qu'il a montré, c'est quand même bah, très séduisant. Et puis, même dans l'optique de la LDC, on parle d'un joueur, le feu follet. Enfin, tu le fais rentrer à la 65e, il te fout un boxon pas possible dans la défense adverse. C'est le joueur idéal pour ça. Donc, mais ce que j'aime bien avec Lens, c'est justement, tu es capable de faire ce coup, mais tu es aussi pas dans l'excès. T'es pas vraiment dans la surenchère, quoi. Le club américain, ils ont un vrai budget, ça alignait l'Arabie Saoudite. Alors, j'avais fait une émission à l'époque dans Formation FC sur le football mexicain, et le spécialiste m'avait répondu qu'en fait, les clubs mexicains sont très riches. Franchement, t'as des gros sponsors, t'as des bons milliardaires, enfin, vraiment, économiquement, c'est pas un championnat pauvre. Vraiment, ils ont les moyens, en vrai, de retenir les meilleurs joueurs, justement, de la sélection mexicaine. Là, je sais pas si on va voir la liste Transfermarkt du Mexique, mais en gros, t'es pas sur une saignée où t'as tous les joueurs qui vont évoluer en Europe. Il y en a eu à l'époque avec les Guardado, les Chicharito, tout ça. Mais là, tu vois, on voit quoi là? Là, on voit du Deportivo Guadalajara, on voit du Club América, on voit du Deportivo Toluca, on voit les Tigres. T'as quand même, tu vois, des clubs européens. T'as le PAOK Salonique, t'as le Betis, t'as Atlético, t'as Fulham pour Raúl Jiménez, t'as Julián Quiñones qui est forcément du côté d'Alcatia, t'as les gars de Genoa, du Locomotive, mais sinon, tu vois, on voit des mecs ouais, de Chivas, c'est belle répartition. T'as un gars qui est à l'Inter Miami, mais t'es pas sur un effectif qui est à 100% à l'étranger. Et c'est vrai que le tifo d'honneur des Pumas, des Tigres à Gignac, très beau. Franchement, un vrai bel hommage. Et même sa carrière à Gignac, quel choix. Enfin, devenir une légende du football mexicain et des Tigres, après avoir fait une belle aventure en Europe, il aurait pu continuer vu les standards qu'il avait. Mais sincèrement, choix idéal de sa part. Merci beaucoup Wolf pour le petit prime. Tu régales l'ami. Mais ouais, avec les Tigres, l'histoire de Gignac, elle est géniale. En attendant, Lens continue d'avancer sur bah, sa saison. Il y a aussi le Mercato, quelqu'un dans le chat l'a dit. Tu as Torgan Hazard qui va arriver pour la prochaine saison. Torgan Hazard qui, du coup, je pense, doit être en fin de contrat avec Anderlecht. 33 ans. Il est en fin de contrat, c'est ça. Carrière, ouais, riche carrière. Hein. Et c'est la boucle est bouclée. Formé à Lens, alors peut-être post-formé parce qu'il arrive de Toulouse, il est direct dans les 19,
Mais derrière Lens, c'est Chelsea, Zulvaregem, Borussia Mönchengladbach, Dortmund, PSV. Et là, du coup, Anderlecht, où il était depuis un moment. Bah écoutez, techniquement, je pense que c'est un joueur qui peut toujours apporter. Je ne vais pas faire le puriste, je n'ai pas vu tous les matchs de ce garçon avec Anderlecht, mais là tu vois, 12 buts, 8 passes D, plus de 2000 minutes en championnat sur la phase régulière. Ouais, c'est quand même pas mal. Hein. Moi, c'est un joueur dans l'esprit rotation pour les grands clubs. Après, il a une grosse saison à Dortmund quand même. Voilà, en 2019-2020, ça commence à remonter un petit peu. Chelsea, bon, comme tout jeune, il a pas joué. Mais ouais, franchement, c'est bien. Hein. Torgan Hazard qui a fait 14 apparitions en Ligue 2, tu vois. Qui a quand même eu le temps de faire ça. Donc, Torgan, une fausse bonne idée, supporter d'Anderlecht, c'est clairement sur le déclin. Alors, c'est vrai, merci pour ton avis. Je pense que pour la rotation, est-ce que c'est un risque immense, tu vois, pour qu'il occupe le rôle d'un Sotoka, d'un futur Saïd là sur la fin de saison. J'ai l'impression que s'il n'y a pas un salaire qui est déconnant, c'est pas le scandale du siècle. Maintenant, c'est bien d'avoir ton avis. C'est vrai que j'ai vu d'autres supporters en derrière dire bon, ça commence peut-être à un petit peu être difficile pour la Ligue 1. Il faudra quand même assurer, mais je pense que pour tu vois faire le joker, le nombre, ce sera pas tu vois, totalement abusé pour lui. Donc, ouais, c'est vrai que pour Lens, c'est quand même 2 points de perdu par rapport au PSG. Et pour le titre, je pense que tu peux faire une petite croix dessus, mais il faudra pas oublier saison exceptionnelle, très beau deuxième de Ligue 1, et puis le bonus ultime, plus qu'un bonus, parce que Lens n'a jamais remporté la Coupe de France. Rendez-vous le vendredi 22 mai pour peut-être accomplir cette histoire géniale, mémorable. Ça, c'est clair, quoi. Important pour East aussi. Ouais, c'est vrai, formé au club, ça peut peut-être avoir son petit pécule. On reviendra là-dessus en temps, en heure avec les infos mercato. On bascule sur la journée du samedi avec ce OL AJ Auxerre. Eh bien l'OL en ce moment c'est bien. Hein. En fait l'OL c'est que des séries. Hein. Soit ça gagne tout, soit ça gagne plus rien. Et là on est de nouveau dans un momentum où ça gagne, où ça enchaîne une 3e victoire de suite au meilleur des moments. Quand il faut finalement enclencher ce sprint final. On s'attendait à ce que ce soit Monaco, peut-être l'OM qui termine en trombe. Et non, c'est bien l'OL qui est vraiment en forme. Ça, c'est une excellente nouvelle. Peut-être parmi les trucs un peu regrettables, la blessure de Mangala qui sort à la 34e minute, qui revenait bien. J'avais beaucoup aimé son match au parc. Donc une satisfaction. Maintenant, l'OL est capable d'aller chercher une victoire comme ça. Je trouvais qu'il y avait quand même une nette différence entre les deux équipes. Mais comme tu es sur une fin de saison, tu peux te faire peur. Tu regardes les débuts encaissés, tu as le cafouillage un peu Tex Avery avec Diomandé. Comme d'habitude, le but de l'ancien, le but de l'ex, fatal aux Lyonnais qui en ont connu bon nombre, qui égalise. Mais ensuite, tu as les changements qui ont payé pour Fonseca. Bon, il y a quand même un gros banc côté lyonnais. Avec Chouk, Tolisso, tu as aussi du Tagliafico, du Kluivert. Donc ça a quand même eu son importance. Et Tolisso qui marque 9e but de la saison en Ligue 1 pour un milieu de terrain certes avancé. Mais vraiment, j'ai trouvé que c'est bien parce que Fonseca a de mieux en mieux, je trouve, une bonne lecture des matchs. Des fois, c'était un peu dangereux, tendu. Et là, la compo au départ pouvait pas faire peur, mais interpeller. Et le retour de Khalis Mera dans le 11 lyonnais me fait bien plaisir parce que très bon joueur de liant, de connexion pour le reste du collectif. Et puis 2-3 gestes, évidemment, qui font plaisir. Mais ça reste un très jeune joueur, 19 ans. Ça va s'épaissir, ça va grandir, ça va prendre en expérience. Mais je pense que on a vu quand même de belles bribes de sa part cette année. Il y a eu des titularisations, il a bien existé, il a fait du boulot. Je pense qu'il apprend véritablement le métier de footballeur de Ligue 1. Et l'an prochain, c'est peut-être son moment de totalement exploser. Alors, c'est toujours difficile parce que jusqu'où il peut aller, on ne sait pas, mais en tout cas, il a le profil vraiment pour s'éclater. Et en plus, quand tu vois qu'il y a une potentielle Ligue des Champions, c'est une très belle exposition. Ouais, Khalis Mera, je suis vraiment fan de ce joueur. J'aime beaucoup ce qu'il propose. Tu vois, pareil pour un Yaremchuk. Alors, Yaremchuk, je vais pas dire que c'est mon combat. Hein, je vais pas m'inventer des trucs comme ça. Mais j'ai vu pas mal de supporters lyonnais être assez critiques avec lui. J'ai pas dit tous, hein, mais j'ai vu certains être critiques. Est-ce qu'on en attend
des fois trop de remplaçants parce que Satriano c'était un plan C, il s'est retrouvé titulaire, c'était pas son rôle. Yaremchuk c'est le remplaçant normalement d'Hendrick et là on fait jouer un système où on incorpore et Moreira et Yaremchuk et Hendrick et même peut-être le remplaçant de Pavelchuk et en vrai dans son rôle de pivot il fait le job. Alors et oui il va louper les trucs, il en a loupé au Vélodrome mais pour moi Yaremchuk c'est pas déconnant. Enfin je vais pas vous dire que c'est le régène de Shevchenko mais il a son apport et là il te marque un doublé dans un match décisif pour aller peut-être chercher une qualification en Ligue des Champions. Est-ce que c'est pas ça qu'on attend d'une doublure? Et des fois on en veut trop parce que dès que les gars sont titulaires c'est wow il doit nous mettre des doublés, des triplés. Non c'est chaque chose en son temps. La carrière de Yaremchuk depuis l'Euro 2021 elle est pas grandiose. Moi ce joueur m'a quand même fait kiffer hein. Tu vois la découverte aussi avec Benfica, tout ça. Bon bah voilà, il est parti à Olympiakos, je crois qu'il est retourné en Belgique. Enfin, c'est un peu un flop, hein, pas une trajectoire dingue, mais pour un prêt, c'est pas dégueu, ouais, c'est ça exactement. Est-ce que Fofana et Moreira peuvent jouer ensemble? Bonne question. J'ai l'impression que Fonseca aime bien ce rôle d'Hendrick quand même côté droit, et Moreira, bah, comme toujours, hein, l'activité, la générosité. Maintenant, il faudra voir la saison prochaine. Est-ce que Malik Fofana va revenir? Lui, vraiment, la blessure, c'est terrible, hein, les blessures, à quel point ça le pénalise. Mais Afonso Moreira, tu vois, l'activité, c'est vraiment le mec qui aime bien coller la ligne, qui fait faire des efforts, des sprints, qui a été moins en vue par rapport à son match au parc. Mais il y a quand même, tu vois, de l'activité, de la générosité. Même Abner, hein, franchement, Abner, il a fait sa prestation aussi. Hein. J'ai trouvé que l'OL s'était bien mis en ordre de marche. Dominique Griff, qui est peut-être un peu moins efficace par rapport à ce qu'on a connu avant, notamment ses deux belles prestations face au PSG ou au Parc. Voilà, il a été assez mémorable. Maintenant, bah, l'OL va devoir aller chercher sa... Il y a une finale qui arrive, hein. Ça va être savoureux. Lyon-Rennes, en plus c'est dimanche soir, 20h45. Que demander de plus? T'as également un Toulouse-Lyon et un Lyon-Lens. Ah, là, on est vraiment sur le parfum de fin de saison. Là, j'adore. Là, on va vraiment se régaler. Ça va être dantesque. Et cette équipe, elle revient de loin. En fait, elle a connu tellement de choses cette saison. L'espoir, l'euphorie, la désillusion, le chagrin même, hein, parce que les sorties en Coupe de France, en Europa League, ont fait mal au groupe. Et puis de nouveau, là, un regain d'énergie, de spontanéité. Je pense que jouer sur 3 tableaux pour cette équipe, c'était trop dur. Vraiment, je le dis, sur l'effectif au global, encore plus avec toutes les blessures. En attaque, il y avait plus grand monde à un moment donné. Donc, ouais, l'OL, de toute façon, tout le monde aurait signé pour une 6ème place. Alors là, t'es 3ème à 3 journées de la fin, mais c'est le jackpot. Et revoir l'OL en Ligue des Champions, gestion, cure d'austérité, quels sont les moyens qui vont pouvoir être engagés. Sincèrement, quand on voit le mercato qu'a fait Mathieu Louis-Jean avec ses équipes, Ben Charrier, Mickey Escout, que je salue, on se dit que t'as eu pas mal de réussite quand même. Hein. Parce que Afonso Moreira pour 2 millions d'euros, c'est tip top. Dominique Griff, grosse satisfaction. Pavelchuk, génial. Ruben Kluivert, il a fait ses preuves. Ansa Tebour, c'était un peu cata à Rennes. C'est pas ignoble. Noah Narté, il va falloir encore s'adapter. Voilà, t'as des trucs, tu peux dire, bon, Satriano, Karabek, Ghezal, tout ça. Mais sur la globalité, bon, t'as le prêt d'Hendrick, qui est un truc un peu à part, mais sur la globalité, ça a très bien bossé. Mais alors là, avec un peu plus d'argent, non, je pense pas que la cure d'austérité... elle soit terminée. Enfin, je pense qu'ils vont ils pourront pas faire de folie, mais avec l'argent de la LDC, ou bon, je vais faire une estimation grossière, mais t'es aux alentours de 50 millions d'euros quand t'es en phase de groupe. Eh ben, écoute, tu peux te permettre certaines choses que tu pouvais pas avoir. Et puis en plus, bah, l'OL a la capacité d'attirer certains joueurs, pas tous. Donc c'est vrai que très curieux de voir le mercato si l'OL est en LDC. Je pense que si tu fais un mercato idéal, même moi dans ma position... Ah non, mais on n'y est pas encore LDC, bien sûr. J'ai dit potentiellement tout ça. Mais on a le droit quand même d'être satisfait de voir l'OL 3ème à 3 journées de la fin. Et se dire, bon bah là, t'as bien bossé d'un point de vue des recrues. Si t'as un peu plus d'argent, hein, ça va être sympa. Hein. Bah oui, bien sûr, jusqu'en 2028-2029, la cure d'austérité. Ah bah, et les 200 millions en moins sous John Textor, ils vont pas se rattraper comme ça. Hein. Un battement de cils. Ça, faut le digérer. Côté Auxerrois, pas le match le plus abouti, et pourtant, t'es pas si loin. Tu reviens, le but de Diomandé,
un peu chanceux. La frappe d'Oko qui est déviée. Donc c'est pas non plus des actions concrètes. T'essayes quand même, hein. 9 tirs, mais regardez, sur les 9 tirs, t'en as beaucoup qui sont à l'extérieur. T'en as quasiment 3 quarts. T'as juste Namasso et du coup Diomandé qui sont là. T'as pas une grosse production. C'est beaucoup de tirs comme ça, un peu du désespoir. Donc difficile à digérer. J'ai l'impression que Nice a peut-être récupéré le leadership, le mental du maintien. 5 points de moins à 3 journées de la fin. Auxerre doit faire un perfect, doit faire et victoire contre Angers et Nice. Mais Nice a quand même montré des valeurs qu'on n'avait pas vues depuis un moment. À Auxerre maintenant de se concentrer sur le barrage. Et vous savez qu'en barrage, il peut y avoir du très gros, hein, parce que Saint-Etienne a chuté contre 3, et du coup, Saint-Etienne se retrouve dans la position potentiellement du vainqueur des playoffs, parce que Le Mans, à 2 journées de la fin, est là, incroyable pour un promu, exceptionnelle histoire. On avait déjà fait un format court, mais on va reparler des Manceaux, des Sartois, du Betic-Muc 72. Du coup, à l'heure actuelle, on y reviendra à la fin, le gros point Ligue 2, mais c'est juste pour estimer qui serait le barrage. Le premier playoff, ce serait Resta-Reims. Ensuite, le vainqueur jouera Geoffroy-Guichard. Et ensuite, match aller-retour. Auxerre Saint-Étienne, on a déjà vécu ça. On s'en souvient, ça a été la descente de Saint-Étienne avec le festival de feux d'artifice et de fumigène à la fin. Ça va être tendu. Et tu as raison de le dire, les Luce. Semaine prochaine, pour les amoureux de multiplex, arrêtez tout. Parce que la semaine prochaine, on a Le Mans-Reims et un Rodez-Saint-Étienne. Donc on a le 6e qui reçoit le 3e et Le Mans le 2e qui reçoit le 5e. Donc ça peut trembler des genoux un petit peu de tous les côtés et ça va être assez épique. Mais pour la GIA, bon, il y a quand même encore une fois tous ces joueurs de talent, mais au bout d'un moment, quand tu te retrouves à ce moment-là, que tu as gagné que 5 matchs sur 31, tu as marqué que 27 buts, ça va être dur. Ça va être très très dur pour les Auxerrois. Mais comme je dis, le groupe, Pélissier, les supporters, tout le monde n'a pas lâché. Donc il va peut-être falloir se préparer quand même au fait d'être barragiste. Et maintenant, de faire le plus dur. Parce que ces matchs, ils sont tellement particuliers. L'an dernier, on s'en souvenait, on disait, bon, Reims-Metz, Reims, ils ont un bel effectif, ça va se maintenir. Là, on peut se dire, bon, tu regardes l'effectif d'Auxerre avec Sinayoko, Namasso, le double pivot Owu-Soudanois. Il y a beaucoup de joueurs que je garde en Ligue 1. Mais au bout d'un moment, les chiffres, les stats, les CV, ça ne compte plus forcément. On va maintenant aller sur le petit Angers-Paris Saint-Germain, le match avant la réception du Bayern pour les Parisiens, qui ont donc fait tourner un petit peu. Bon, t'as toujours Pacho, Safonov, Hakimi qui sont là. Également Barcola qui pourrait être remplaçant de ce que j'ai compris face au Bayern. Ce serait plutôt Gvara, Dembélé, Doué sur le front d'attaque. Lucas Beraldo en numéro 6. On est comment là ? On s'enflamme, on attend, mais bien sûr contre l'OL, c'était pas un grand match de sa part, mais ça commence petit à petit à prendre des repères, et c'est bien parce que il faut y aller doucement dans ce genre de processus de changement de poste, mais la qualité de passe qu'il a envoyée, juste pour moi, la perf du week-end, assez sensationnel. Il est à l'origine de la passe pour Hakimi sur le premier but. Il offre un service incroyable à Mayoulou. Il marque. Donc, sincèrement, c'est trop fort. J'ai adoré le match de Beraldo et bravo à Lucho parce que Lucho tente des choses. Lucho essaye. Des fois, il peut avoir des échecs. Il y a des joueurs comme Mayoulou qui peuvent jouer faux neuf. T'as des profils Mbaye au milieu de terrain. T'as des choses qui peuvent sortir de l'ordinaire, surprendre Zaire Emery, latéral droit, tout ça. Mais au final, ça reste quand même un entraîneur d'élite. Et ce choix de Beraldo, j'ai l'impression que c'était presque, pas envie de dire l'évidence, mais quand tu vois le profil du garçon, on sait qu'il a une vraie bonne qualité de passe pour un central. C'est au-dessus de la moyenne. Il y a un match contre la Real Sociedad en Ligue des Champions il y a 2 ans où j'avais été quand même assez bluffé. Maintenant, on l'a vu aussi en grande souffrance. PSG Barcelone, ça avait été très très dur pour lui cette saison-là. Je lui confierai pas, tu vois, la survie de mon équipe en centrale. Par contre, en numéro 6, bonne alternative. Et on parle que de Ligue 1. En Ligue des Champions, ce sera peut-être autre chose, autre intensité. Mais le but, c'est quand même à court et moyen terme de trouver un remplaçant, un substitut à Vitinha qui joue beaucoup, qui joue Ligue 1, Ligue des Champions avec le Portugal. Donc
Vitinha est stratosphérique, mais ça reste un être humain. Il faut pouvoir un peu le ménager. Et dans ce sens, Beraldo, et ce que j'aime, c'est que vraiment, très très vite, tu vois le gars qui prend des initiatives, des repères, enfin, cette qualité de passe, ouais, on a, je sais pas, mais Andrea Beraldo, Beraldo Hernandez, Thiago Beraldo, euh, Beraldo Mota, choisissez votre 6 préféré. Vitinha sera là contre le Bayern. De ce que j'ai compris, oui. Peut-être pas à 100%, donc il pourrait peut-être sortir, tu vois, pas faire les 90 minutes, mais normalement, l'optimisme était de mise côté parisien pour, tu vois, qui continue, quoi. Après, si Vitinha n'est pas là contre le Bayern, c'est Ruiz en Suisse, je pense. Ouais, c'est vrai que ce sera peut-être même, peut-être Zaïre Emery, Neves, ouais, ça peut être intéressant, sincèrement, de voir la répartition des postes si Vitinha n'est pas là. Match ouais, qui fait plaisir à Lucho parce que bah, les remplaçants ont fait le job. Kang In-lee, enfin, la percée d'Akimi sur le premier but est sympa, mais ce que j'aime, c'est le petit dribble du Sud-Coréen sur Kofi, ce crochet pour le mettre, c'est génial. Oui, le boss, j'ai vu ton message. La rediffusion, Matt, elle sera en ligne sur YouTube, on va dire 45 minutes, 1 heure après la fin du live, si ça t'intéresse. Le carton rouge de Ramos, malheureusement, je sais pas ce que vous en pensez, j'ai l'impression qu'il retient un peu son geste, donc c'est malheureux pour un deuxième jaune, mais j'ai l'impression qu'il se retient quand même et c'est plus spectaculaire qu'autre chose. Après, peut-être qu'il y a contact, mais j'avoue, je trouvais ça un peu sévère, un tantinet sévère dans ce sens. Ramos, je suis déçu de lui. Bah, Ramos, après, c'est ton seul pur numéro 9 et c'est toujours bien d'avoir un 9 dans son effectif. En Ligue 1, tu vois, c'est 12 matchs titulaires, 6 buts, une passe D. L'an dernier, il était quand même mieux. Ouais, c'est pas un rendement qui est archi efficace. Après, il y a des matchs où il a pas du tout de temps de jeu. Il y en a où il disparaît un petit peu. Il rate un penalty contre Lyon, donc ça lui fait mal, hein, faut le dire. Mais Ramos, il y a quand même, tu vois, des inspirations, de la finition, où tu dis, c'est quand même un vrai bon numéro 9. Donc pourquoi pas le conserver maintenant, oui, si lui, tu vois, au niveau de sa trajectoire, il veut bah, avoir plus de temps de jeu, est-ce qu'il y a plus évident que ce transfert à l'AC Milan, Ramos pour 40 millions à l'AC Milan, ce gars-là doit jouer en Serie A. En tout cas, c'est le championnat où je l'imagine le plus. Trop cher? Ah bah attends, Milan, ils ont déjà mis des belles sommes sur les attaquants, crois-moi, s'ils sont en Ligue des Champions, ça m'étonnerait pas qu'ils envoient un beau chèque sur un 9. Après, Gonzalo Ramos dans l'équipe de Max Allegri, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai compris, le Milan-Juve de ce soir était ignoble pour un match entre le deuxième et enfin le deuxième, troisième et le quatrième de Serie A. Ça faisait peur, sincèrement. Donc ouais, cachez les enfants, hein, leur montrez pas ça quoi. Mais ouais, Ramos, la seule déception, sinon ça a quand même bien tourné. Mayolo qui marque lui aussi, ça va lui faire plaisir. Mais non, belle répétition. Voilà, t'as Neves, Zaïre Emery, Nuno qui sont entrés. Donc Nuno voilà, reprend du rythme par rapport à Hernandez. T'as tes 3 attaquants qui sont restés au frais. Vitinha, t'as ce petit truc où il doit se rétablir, être là à 100%. Comme je le dis, j'ai l'impression qu'il devrait être là. Après, bah, t'as aussi le truc de dire, bon, bah, on prend pas de risque et on le met au frigo pour le match retour. Ça peut être aussi ça, tu vois, l'état d'esprit de Lucho. Mais ouais, le match de Beraldo m'a fait énormément plaisir. À distribution, c'est 65 passes réussies sur 69. XG plus XA 0,90. Ouais, il est très bon. 82 ballons touchés. Donc, il y va. Passe longue précise 5 sur 7. Ouais, franchement, 4 actions défensives. Il a bossé. Ouais, il a remporté la plupart de ses duels. Donc, ouais, une perf qui m'a bien étonné, quoi. Tu finis le match avec Warren latéral gauche et Maïlou latéral droit, c'est beau. Ah ouais, ça c'est très clairement intéressant. Tout à l'heure, j'écoutais le multi-ligue 1 et FX3 posait une belle question à voilà, comment il s'appelle, à Pierre Boubi. Si vous deviez prendre un seul joueur entre Boadi et Akliouche, parce qu'on sait que désormais, le mercato parisien est assez comment on peut dire, limité, on va plus prendre 5-6 joueurs, ce sera 1-2 retouches. Bon, cette saison, Zabarni et Chevalier n'ont pas fait leur preuve, mais ça m'intéresse. Pour qui, selon vous, ça vaut le coup de foncer? Est-ce que c'est plutôt Boadi pour le milieu de terrain, mais finalement, tu vois qu'il y a un Beraldo qui peut peut-être
Elle est là-dessus? Ah, aucun, tu vois. Intéressant. Franchement, je rajoute le sondage. Moi, j'hésite, mais je me demande si pour la profondeur, et puis Akilou, je peux jouer aussi au milieu de terrain. Boadi, il y a des joueurs dans sa zone. J'aurais presque pris plus un 8 pour remplacer, tu vois, Fabian Ruiz. Je sais pas. Mais en tout cas, il y a... c'est un choix, c'est un casse-tête royal. Hein. Mais il y en a pour lesquels je suis curieux de voir si ça le fait quoi. Putain, le sondage, il est pas parti. Mince, hop, je vais juste le refaire. Mais les deux, en tout cas, ça peut voir le coup. Mais j'ai envie de voir sur quel profil vont aller Campos et Enrique pour renforcer cette équipe. Je pense que tu as besoin d'un milieu de terrain supplémentaire quand même. Et après, t'as également cette possibilité, ouais, le central. Hein. Zabarni a pas donné satisfaction. Beraldo est passé au milieu de terrain. Est-ce que Marquinhos, voilà, jusqu'à quand ça va durer? Mais ça va être quelque chose d'intéressant. Peut-être un latéral. Barco apparemment s'est fait avec comment ça s'appelle un sondage est en cours. Bon, moi le sondage s'affiche pas, donc profitez bien les boss. faites-le sans moi. Est-ce que hop, il est peut-être affiché là? Non, même pas. Rappelez Moscardo. Oh là, Moscardo. Mais Barco, pour moi, ça aurait été très curieux de le voir dans le Lucho Ball. Ça m'aurait même pas étonné s'il aurait utilisé latéral gauche, peut-être un Nuno plus haut. Enfin, c'est quelque chose. Zabarni à 23 ans, faut pas l'enterrer. C'est vrai. Mais comme Beraldo va peut-être passer au milieu de terrain, je pense que dans la hiérarchie des centraux, ou soit tu fais monter un jeune du centre, soit tu vas chercher un autre gars. Ça peut être aussi un enjeu, un Loukeba, je cite un nom comme ça. Mais le mercato parisien, ouais, on est plus sur la folie des grandeurs, mais quelques retouches. Et je pense que Boadi et Akliouche, on n'est pas sur la même 32 joueurs, peut-être, ouais, ça c'est clair. Le mec de Bruges, à Bruges, il y en a du beau monde. Hein. Si tu parles de défense, t'as Ordonez, qui était suivi par Liverpool de mémoire, mais qui a signé Jacquet. Donc je sais pas où est-ce que ça peut aller, mais t'as Tsolis, t'as Stankovic, t'as Tresoldi, ils en ont des bons joueurs brugeants, t'as Seyss, c'est pas mal. Et côté Angevin, t'as ce but hors-jeu refusé à Sbaï, où t'as la position, forcément, je crois que c'est de Prosper Peter, un peu le même but refusé à Balogun au Vélodrome. C'est hors-jeu de position, oui, il fait action de jeu, mais il le touche pas. C'est toujours particulier parce que finalement, c'est l'autre qui touche le ballon. Donc, j'avoue que même moi, ça m'a surpris. Bon, après, on sait qu'Angers est normalement maintenu. On est sur une fin de saison pépère, hein, 13e, 34 points. Ouais, c'est bon, c'est fini, quoi. Après, toujours l'enjeu, tu vois, de prendre un peu plus de matelas. Mais oui, là, on est sur une belle petite roue libre pour les Angevins. Faut encore aller chercher une victoire pour bonifier tout ça. Mais je pense que ça va terminer 13e tranquillement, cette histoire. Ouais, Van Aken de Brighton. Après, Brighton, vous savez, quand ça vend des joueurs, c'est ouf, c'est costaud. Tu penses que ça va se passer quand pour Chevalier? Tu le vois rester au PSG? Moi, j'avoue, un peu pessimiste. Hein. Enfin, j'ai l'impression que, voilà, Luis Enrique lui a pas forcément retendu la main, qu'il est très satisfait de Savonov. Il y a de quoi. Toujours l'inconnu, des fois, Savonov, très très grand rendez-vous comme le Bayern. C'est bien, on va y avoir droit. Comme réponse. Maintenant, est-ce que ça peut pas partir en prêt? Je pense qu'il y a des gens qui voudront relancer Chevalier, mais au PSG, est-ce que l'histoire est définitivement terminée? Ça peut être quand même une réponse intéressante, pertinente. Retour à Lille. En vrai, Berkehauser est pas mal, c'est pas la garantie folle, mais ça m'étonnerait même pas qu'il y ait peut-être quelqu'un dans le bord de Lillois qui essaye ça. Quoi. Très satisfait de Savonov, je le trouve bizarre moi. Franchement, les matchs qu'il a fait contre Chelsea au retour, les 2 matchs contre Liverpool, c'est bien. Enfin, est-ce qu'on pouvait en attendre plus de Savonov? Quand tu parles d'un joker, est-ce qu'on peut avoir des attentes démesurées? Il n'est pas dans la même galaxie que les Courtois, les Donnarumma, les Raya. Donc moi, par rapport à ce que je considère de lui, ça fait le job. Enfin, il y a des sorties aériennes qui ont été très très bien dans ce sens, c'est propre. Maintenant, est-ce que le PSG est prêt pour le Bayern? J'ai envie de dire oui. T'as reposé du monde, t'as des certitudes depuis pas mal de temps. On a vu les 2 premiers rendez-vous en LDC et Chelsea-Liverpool, ça s'est bien passé. En Ligue 1, t'as eu 2-3 déconvenus, Monaco-Lyon, mais t'as quand même ce rythme qui est bien pris et tu vas aller chercher ton titre. On en reparlera du Bayern, mais ouais, je pense que Paris est prêt pour ce premier combat.
Le deuxième à l'Allianz Arena, selon le scénario, selon les états de forme, les blessés, on va surveiller ça de près. Mais le trio Doué, Gvara, Dembélé, reposé une semaine après le match de Nantes, qui arrive le couteau entre les dents pour ce rendez-vous-là, c'est vraiment le match, la piste aux étoiles. Enfin, je pense qu'on va se régaler. On va vraiment grandement kiffer. Est-ce que j'ai un pronostic? C'est toujours difficile, hein. Vraiment, sincèrement, je pense que Paris peut gagner le premier match, mais ce Bayern-là, hein, il a de quoi être faire peur, hein, avec son secteur offensif, tout le monde peut marquer. T'as juste peut-être l'inconnu Moussiala, 100% ou pas, comme Niabri n'est plus là. Mais je pense que Paris a toutes les armes, tous les atouts en main pour faire son back-to-back. Non mais Pipion Moussiala revient hyper fort là. Je suis d'accord, mais on parle de demi-finale PSG. C'est très bien ce qu'il fait contre Mayence. J'ai vu les matchs, j'ai vu les actions. Et je suis un grand fan de Moussiala. Mais c'est demi-finale Ligue des Champions PSG où il va devoir être titulaire, assumer. Voilà, enfin, c'est une autre étape. Et je suis très content qu'il revienne pour lui, pour le Bayern, pour la Coupe du Monde. Maintenant, voilà, ça reste la vérification ultime. Parce que là, pour le coup, on va devoir de nouveau compter sur Jamal, le gamin rayonnant 2022, du 23, du 24. Et après, ce qui est bien, c'est qu'il y en a d'autres qui peuvent le décharger de cette pression. Parce que à côté, Olysée, Kane, tout ça, Dias, ils font une saison qui est stratosphérique, quoi. On va terminer sur le Toulouse-Monaco. Aïe aïe aïe, la fin des espoirs pour l'ASM qui perd très très gros, hein. Je remonterai le classement, mais Monaco 7ème, 2 points de moins que l'OM et surtout 5 par rapport à Rennes. Monaco quoi, vraiment Monaco. Au moment où on était plein d'éloges, on disait que c'était l'équipe de 2026, que au niveau de l'impact athlétique, c'était tellement impressionnant qu'ils avaient des joueurs, ils te faisaient mal au crâne, Camara, Zakaria, Akliouche, Balogun, et que même ils avaient retrouvé une solidité défensive. Et voilà, Monaco, ils te font un beau doigt d'honneur et ils te rappellent tout ce qui s'est passé depuis un moment, avec 8 buts encaissés sur les 3 derniers matchs, des scénarios au contraire. Alors, on avait connu les débuts de match Kata contre le PFC Auxerre. Cette fois-ci, c'est la fin de match archi pas maîtrisée, avec des entrants qui font n'importe quoi. Mika Biret, autant mettre un jeune à la place parce qu'il y a plus grand-chose à en tirer. Pogba, que je vous dis, c'est bien, ça fait plaisir les ovations, hein, mais au bout d'un moment, c'est pas la tournée d'adieu de Jean-Jacques Goldman. On parle de terrain aussi, donc je sais pas. Enfin, moi j'y crois plus. Alors Eric Dyer, c'est terrible, hein. Enfin, à chaque fois qu'il rentre, ça fait peur. Sincèrement, c'est dur, quoi. Un peu la saison des séries, non, pas mal d'équipes qui enchaînaient les victoires, ensuite on a eu un creux. Ouais, Monaco a été clairement dans ça, mais moi ce qui m'épate, c'est à quel point ils ont été capables d'aller chercher de très belles victoires contre les meilleures équipes du championnat, et derrière de se remotiver alors que t'étais à 6 journées de la fin. T'étais à ça, tu vois, de convertir ce retour en force. Et même moi, je suis le premier surpris, je voyais vraiment cette équipe finir dans le top 4. Et ils sont effondrés de manière inexplicable. En plus, le début de match est trop bien. Enfin, les 30 premières minutes, mais ils martyrisent Toulouse. Il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain. Ils étouffent. Il n'y a aucune sortie de balle de Toulouse. Enfin, c'est pour ça que cette équipe, elle te déçoit sur sa série, même au cours du match. L'entame, elle est royale. Elle est parfaite. Le but de Thésée sur la reprise, là, un peu aérienne d'Adingra, il est très beau avec cette tête. Ça fonctionne bien. Le but de Camara, je suis d'accord avec toi, il est fantastique. Il nettoie la lucarne. Frappe enroulé. Très très bon joueur, Lamine Camara. Donc on verra ce qui va se passer pour lui cet été. Non, quand t'as en face une équipe qui n'a plus rien à jouer, qui sort d'une désillusion 4-1, tu dois appuyer, tu dois encore plus faire mal. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un relâchement? Même Pocognoli, à la fin, il pouvait pas te l'expliquer. Il avait pas, tu vois, les mots pour justifier ça. Parce que vraiment, c'est une chute, une baisse de régime, et une équipe qui a laissé Toulouse revenir un petit peu. J'ai bien aimé quand même l'approche de Carles Martinez qui avait un milieu à 3 avec Evosa et Caceres et Diop. Au niveau de la densité, ça a fini par prendre l'avantage sur des Monégasques qui en deuxième période n'avaient plus de jus. Voilà, comme je vous dis, ça peut être un des facteurs, c'est que Monaco, c'est le contre-coup de cette saison. Ils ont joué la LDC. Bon, ils ont joué 10 matchs. Ok, ils n'ont pas joué non plus 16, 14, ce que tu veux. Mais peut-être que l'effectif a manqué de peps et de renouvellement. Et je pense que
t'as à la fois cette absence de concentration sur 90 minutes et aussi des choix. Quand je vous le dis, des fois, il y a c'est même pas des choix, c'est le banc. Parce que des fois, c'est le coach qui peut se tromper, les choix, les remplaçants sont pas optimales. Là, pour le coup, c'est juste, il a peut-être pas un matériel, mais quand je vous dis, je préfère même pas mettre Mika Biré, je préfère que ça blinde le milieu avec Aladji Bamba ou faire entrer Mamadou Koulibaly, tu vois, un de ces gamins-là, parce que, ouais, il y a plus grand-chose à donner chez certains. Et du coup, bah, Toulouse qui s'offre un beau petit revival au stadium, dans cette belle ambiance, avec leur beau maillot en collaboration avec le Stade Toulousain, le maillot Nike ultime, ça fonctionne bien. Dayan Metali, athlétiquement, c'est génial. Enfin, ce gars, quand faut accélérer, quand faut lui prendre le ballon à la course, mais il est irrattrapable. Enfin, vraiment, quand il part en déboulé, Metali, c'est vertigineux. Lui, pour le coup, Metali, ça peut faire partie d'une catégorie de joueurs qui n'ont pas besoin de club intermédiaire parce que, sincèrement, je pense que dans son profil de piston gauche, il y en a beaucoup qui vont être très intéressés par lui. Bien sûr, c'est qu'une première saison de Ligue 1, il doit encore s'étoffer sur 2-3 trucs, mais sur la proposition sur les premiers mois, ah, c'est vraiment fort, quoi. Ouais, comme tu dis, balle au pied, c'est pas le meilleur, mais voilà, sur ce qu'il réussit à faire quand il part dans ses déboulés, bon courage pour l'arrêter. Tu penses qu'il en manque quoi à Toulouse pour qu'il passe un cap? Ouf, ça c'est toujours une question spéciale. Pour moi, ils sont pas si loin que ça de convertir l'essai, parce qu'ils ont quand même le centre de formation très performant. Ça, c'est un atout royal. Quand t'es en Ligue 1, quand tu manques un petit peu voilà, d'argent à investir avec la baisse des droits de télé, voilà, là t'as Rest, Vossa, Metali, t'as Azizi qui est rentré, qu'on a vu 2-3 fulgurances qu'on aime bien. T'as aussi Seni Kumbasa qu'on a commencé un petit peu à découvrir. T'as également, comment il s'appelle, Jedi Convo qui est parti. T'as Saka qui est du côté de Rodez. Donc non, la formation toulousaine fonctionne vraiment bien depuis un moment. Donc ça c'est pas mal. Même si le recrutement data et les non rigolos ça peut étonner, mais mine de rien, quand tu vois les joueurs qui ramènent, bah t'as de très belles bascules. Hein. Cresswell, Donum, Caceres, Beau, ça fonctionne bien. T'as eu Dalinga avant, donc peut-être des fois tout ne fonctionne pas parfaitement. T'as des joueurs qui ont besoin d'un peu plus de temps d'adaptation, mais ça se trouve Russell Rowe, Hidalgo, Emerson l'an prochain, ça fera un superbe trio d'attaque. On ne sait pas, on n'a pas de boule de cristal, toujours difficile à deviner. En tout cas, pour répondre à l'autre question, ouais, sur le choix du coach, si Martinez Novel part, moi je fonce sur Pantaloni. Enfin, je pense que c'est un bon choix. Ça peut être dans une forme de continuité. Et lui, en plus, on a vu son approche, système identique par rapport à Lorient. Donc ouais, moi ça me parle très clairement, quoi. Donc dommage juste en Ligue 1 d'avoir un peu baissé le rythme et d'avoir peut-être tout concentré sur la Coupe de France, parce que je pense qu'ils auraient dû ne pas être dans cette zone de la 10e place. Pour moi, ils auraient dû être entre Strasbourg et Lorient minimum. Après, pour être prétendant, voilà, quand je fais 3 défaites de suite, ça peut être plus compliqué. Mais Toulouse, on voit des choses. On voit des choses, il se passe des choses. Donc c'est toujours un club intriguant dans ce championnat. Pour Monaco, bon écoutez, hein, on va essayer de terminer du mieux qu'on peut. Je crois que tu vas à Metz, tu reçois Lille, et après le dernier match, c'est à Strasbourg. Ouais, espérant que Strasbourg leur passe pas devant à ce moment-là. Mais attention à ne pas avoir une désillusion. Il faudra peut-être compter sur une victoire de Lens en Coupe de France pour être européen. Après, bon, Monaco en Pipion League, écoutez, s'ils ont envie de faire un parcours, de s'éclater contre le l'AEK, l'Arnaca, le Gornik Zabreux ou le... Qu'est-ce qu'on peut trouver comme nom d'équipe rigolo? Il y a quoi? Il y a Kilmarnock également. Ça peut être sympa. On va du coup aller désormais sur ce Lorient-Strasbourg qui fait partie des très bons matchs de cette 31e journée. Voilà, avec comme d'habitude le moustoir samedi, dimanche, ensoleillé, équipe difficile à prendre. On a même cru qu'on allait vivre ce qu'on a vu de la part de Lorient depuis le début de saison, hormis Lille, que des victoires, que de l'invincibilité à domicile et des bons petits joueurs. Et c'est vrai que pendant 1 heure, c'était le match parfait. Le but de Noah Kadiou, magnifique, avec la passe de Katseris qui enchaîne bien après son match contre l'OM. Pagis qui transforme le penalty, Pagis qui nous a encore gratifié de quelques gestes. Sa semaine à Pagis, même sa saison, elle est quand même très sympa. Je sais pas quel est le plan pour lui. On a parlé d'un certain Torgan Hazard à Lens, mais lui aussi, dans les 3 de Pierre Sage, je l'imagine bien. Après, je l'imagine aussi... Après, tu vois, c'est très bête, hein,
Mais par exemple, l'OM l'an prochain, ils sont pas en Ligue des Champions, ils sont en Europa ou conférence. Plutôt que d'aller chercher un profil très ambitieux, pourquoi pas aller sur un vrai talent de Ligue 1 et miser sur un Paulo Pagis à 15 millions. Je sais, peut-être certains, ça va pas faire rêver. T'as une histoire quand même avec le paternel qui a déjà joué là-bas. Et comme joueur de ballon, franchement, faut juste que cette histoire de pression du vélodrome, parce que je pense que ça peut voilà, dégommer certains joueurs. Mais ça parle de Rennes. Non, franchement, je pense que tous les clubs européens, hormis PSG, peuvent se pencher dessus. Parce qu'il y a un truc avec lui. Et au-delà de ça, bah, Lorient, c'est quand même un bon modèle, tu vois, entre ces talents que tu as su développer, que tu es allé chercher, comme Kwasi, tu as également Avom, tu as aussi Pagis qui était déjà chez toi, tu as les revenants avec Meite, Dieng, Makengo. Non, franchement, la saison lorientaise, elle est géniale. Maintenant, bah, il y a eu cette dernière demi-heure où Strasbourg s'est remobilisé et très beau message envoyé avant la demi-finale de Conference League face au Rayo Vallecano. Encore plus aussi après la désillusion en Coupe de France face à Nice. C'est vrai que c'est bien d'avoir ce parcours européen, mais attention, s'il n'y a pas victoire au bout, Strasbourg peut ne pas être justement en compétition continentale la saison prochaine. Là, c'est quand même important d'essayer, tu vois, de gratter peut-être une 7ème place pour voir au cas où passer une tête. Maintenant, bah, le match a quand même bien basculé avec l'erreur, voilà, Mvogo à Burgel, Nanasi qui en profite, Nanasi qui marque aussi, on pense de la tête, c'est plutôt Adjei de l'épaule qui dévie, et puis tu as ce but d'Omo Bamidele, donc ils reviennent de loin, après, gros banc, hein. Franchement, côté strasbourgeois, Omo Bamidele, Abdul Ouattara, Martial Godot, Diego Moreira, Emmanuel Emega, et c'est quand même, voilà, ça a envoyé les forces dures, les forces vives. Donc c'est vrai que côté strasbourgeois, tu as cet espoir d'aller chercher pourquoi pas une compétition européenne via le championnat. Mais très beau retournement de situation parce que quand tu es, on va dire, un gars qui suit la Ligue 1, quand tu allies ce championnat, que tu vois Lorient cette saison en moustoir avec 2 buts d'avance, mais normalement il n'y a aucun monde où ça revient. Et eux, ils y ont cru, ils sont accrochés. C'est pour ça qu'on aime ce championnat. C'est parce que tu as des séries, tu as des dynamiques, voilà, t'as envie que ça s'inverse et ils sont allés le chercher et c'est beau pour eux. Et oui, d'ailleurs, c'était le match le multipropriéco parce que t'as Strasbourg Bloco et t'as voilà, Lorient avec Follet. Donc Lorient est avec Bournemouth pour ceux qui n'ont pas suivi. Mais voilà, t'as eu un défilé en commun des deux groupes d'ultra. Donc beau message envoyé. Mais non, Noakadiou, ouais. Noakadiou, c'est vrai que ça peut peut-être arriver tard, mais finalement, tu as les joueurs qui peuvent arriver après un certain parcours, 27 ans, et sa deuxième partie de saison, depuis qu'il a pris un peu plus de temps de jeu, il a profité tout simplement d'Avom qui est parti à la CAN avec le Cameroun. C'est quand même une vraie satisfaction. Tout comme Kwasi, j'ai dit des choses sur Metali, pareil, hein. Quand tu as ce profil aussi généreux à gauche en piston, ça peut faire venir c'est pas mal de clubs, mais Kwasi, tu vois, tu le mets dans un système en Bundesliga, mais ce gars-là, je pense qu'il fait des stats à la Luis Diaz 25-26. Hein, il peut vraiment totalement s'amuser. Le plus dur pour le moment, ça va être de remplacer Pantaloni. J'ai vu qu'il y avait une rumeur FC Nantes. En vrai, si Nantes réussit à le prendre à un potentiel Toulouse, chapeau à eux. Après, voilà, Pantaloni avec les Kita, on va voir que ça file droit. Hein, parce que, après, je suis content parce qu'il récupère quand même un monument du foot français, mais il le récupérera en Ligue 2. Donc là aussi. Il va falloir être vigilant parce que faudra qu'ils construisent un vrai projet et voilà, avoir une visibilité. Et vous savez qu'avoir une vision du côté du FC Nantes depuis 20 ans, c'est assez critique. Lorient va avoir un gros mercato cet été aussi, changement de coach, perdre de plusieurs joueurs en fin de contrat et d'autres avec une seule année restante. Ouais, en fin de contrat, t'as du beau monde, hein. T'as Yongwa, t'as Bamba Dieng, t'as Arthur Avom, mais qui a une option dans son contrat à activer. C'est vrai que ça risque de faire mal. T'as certains joueurs où tu vas peut-être capitaliser sur une belle saison pour les vendre. Je sais que niveau entraîneur, il y a pourquoi pas Cahuzac qui pourrait passer adjoint principal, enfin, justement, entraîneur principal, qui a une très belle réputation dans le cercle un peu Ligue 1. Donc, pourquoi pas avoir un adjoint promu. En tout cas, moi, ça m'intrigue, hein, parce que tous les échos que j'en ai, tout le monde est unanime, ils en disent que du bien. Ouf, très gros morceau. Le multiplex de 17h15 et ce très très bon Rennes-Nantes. Alors, il y a un résultat, une victoire pour Rennes,
Il y a une défaite et une Ligue 2 quasiment. Après, bon, je pense qu'on était tous d'accord, unanimes pour dire que ça sentait pas bon. Mais j'ai trouvé ce derby très bon. Il y a eu d'autres derbys Rennes-Nantes où c'était trop de tension, trop de nervosité, même d'un point de vue du foot, pas de jeu, c'était vraiment stérile, ennuyant. Là, t'avais vraiment deux momentum en face, la Ligue des Champions, le maintien, et ça s'est rendu coup pour coup. Et vraiment, ce match, en plus, comme ça, fin d'après-midi, enfin, le cadre du Roison Park était idéal. Oh non, 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 mes amis Ninor et Vincent Vega, vous n'allez pas y échapper à ce dénouement. Le football est quand même un sport, pour rester poli, taquin, est quand même un sport qui aime bien te chercher dans tes retranchements. Qui va envoyer, enfin, qui parmi tous les joueurs qui ont marqué contre le SC Nantes va les envoyer en Ligue 2? Valentin Rongier qui marque son deuxième but de la saison sur une frappe, une finition, je vais pas dire aléatoire, mais tu sens que c'est pas son rôle premier. Et Valentin Rongier, vous connaissez l'histoire, le Nantais, capitaine de Nantes qui va à Rennes avec tout ce que ça engendre côté nantais comme réaction, mais également Rennais avec des banderoles, des huées, pas évident. Après à Rennes, très très vite, il a fait l'unanimité parce que il est excellent cette saison, faut le dire. Et aussi, on a rappelé tout à l'heure, il marque un but qui éloigne de plus en plus Marseille à la course à la LDC. Le sauvetage sur la ligne de Merlin également, ex-Marseille, ex-Nantais. Oh, t'as que des histoires comme ça, des matchs dans le match. Non, c'est vrai que pour Nantes, c'est dur parce que, en vrai, depuis que Vaïd est arrivé, c'est pas une mauvaise équipe. Franchement, tu sens qu'il y a des limites, que voilà, c'est pas à cause de cette période actuelle, même si tu vois, ça gagne assez peu, ça fait des matchs nuls de temps en temps. On a vu des scénarios durs à encaisser, comme la défaite contre Strasbourg. Mais en vrai, depuis que Vaïd est arrivé, on revoit un truc pas déconnant. Maintenant, c'est tout ce qui s'est passé avant. Luis Castro, à qui on n'a pas donné de la continuité. Cantari, qui était vraiment pas dans le moment idéal pour arriver et pour remobiliser ce groupe. Maintenant, ouais, ça va aller tout droit en Ligue 2. Hein. Je pense que la sanction, on la connaît. Ouais, bon match des deux gardiens. C'est vrai que Samba, en plus, on avait Rabiot, l'entraîneur des gardiens des Bleus. Je sais pas si vous avez suivi, mais il y a une petite malédiction sur les gardiens qui va superviser parce qu'il est allé voir Jean Butez à Com. Je crois qu'il a fait une grosse boulette durant ce match. C'est pas contre l'Inter. Il est allé voir Risser, il s'est trouvé contre Monaco. Et t'as Samba, on s'est dit, bon, est-ce qu'il va pas aussi le sanctionner? Bon, il a dû aussi aller voir Chevalier. Et Chevalier, c'était sans doute sur un des matchs où ça a commencé à déconner. C'est vrai que pour les Rennais, ça avait bien commencé. Ce penalty de Le Paul. Normalement, c'est vrai que Blas est le tireur attitré, mais le Blas a dit écoutez, si je peux permettre à Esteban d'être meilleur buteur de Ligue 1 à la fin de saison, voilà, je vais l'encourager dans ce sens. Le Paul, 36 ballons touchés, 5 dans la surface adverse, dont le penalty. Donc, dans le jeu, c'était pas non plus le meilleur match, mais voilà, le penalty est très bien tiré. Il y a cette activité, cette générosité. Et encore une fois, saison remarquable. Hein. Quand t'arrives, le passage en Rennes où tu dois confirmer, et tu fais plus le confirmer parce que tu marques le double de buts par rapport à la saison dernière, c'est quand même une belle satisfaction de le noter. Et après, c'est vrai que il y a eu cette égalisation de Ganago. Très beau geste, franchement, enchaînement. Le petit duel, un peu à l'expérience par rapport à Ed Boudlal, où derrière il se l'emmène, mais le lob, comme ça, en plus, il y a un marquage assez serré. Le geste est vraiment assez splendide. C'est vrai que cette saison, tu as eu 2-3 buts à Nantes. La frappe d'Ablin contre le Paris FC. Là, tu as Ganago. Il y a eu quelques golassons. On retiendra peut-être que ça de cette saison. Et je pense que là où Nantes peut avoir des regrets, c'est de ne pas avoir plus appuyé sur cette fin de première période où ils avaient vraiment un gros temps fort. Aussi comment ça s'appelle, en seconde, ils ont eu des occasions où ça aurait pu, tu vois, faire un peu plus de différence. Ouais, ça, t'as Koza qui loupe ce truc. C'est là où ça peut être assez terrible pour lui. Mais Nantes, vraiment, était pas loin. À un moment donné, je me suis dit, voilà, c'est Rennes qui va perdre gros. Lille va en profiter pour reprendre un petit peu de distance par rapport à cette équipe. Ça peut même profiter, pourquoi pas, à l'OM. On n'avait pas encore le résultat d'OM Nice à ce moment-là. Et c'est ça où j'insiste. Hein. Là, pour le coup, ouais, le charnière SOI, franchement, à Mousrati, je continue avec lui en Ligue 2. Il y a beaucoup de joueurs que je fais partir. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait une rumeur à Blin Monaco, que ça commençait évidemment à s'activer autour. Bon,
Là, on parle plus de 50 millions d'euros. La première offre, elle est de 15 millions d'euros. Donc, voilà, on va faire redescendre Valdemar sur terre. Mais ouais, j'avoue, la charnière Kozza-Mousrati, elle est pas mal. Elle est pas mal du tout. Lopez a fait son match encore une fois, même s'il y a le penalty où la faute est signalée. Mais ouais, Rennes s'en sort bien. Ça marque à la quelle minute? Ça marque à la 91e. Mais pour le coup, c'était un derby et j'ai l'impression que dans cette histoire, le classement ne comptait plus forcément. Et t'avais beaucoup d'enjeux des deux côtés. Et j'ai l'impression quand même que t'avais juste envie de... J'ai l'impression que les deux équipes ont donné tout ce qu'elles avaient. Beaucoup de joueurs ont terminé épuisés, carbonisés, où ça a été une belle bataille. J'ai bien aimé l'entrée de Szymanski côté Rennais pour tenir un peu plus de ballon, même Zabiri qui s'est procuré quelques opportunités. Où il y a cette frappe, tout ça. Il y a aussi ce ballon qu'il envoie dans le ciel. Un joueur qu'on va beaucoup plus découvrir, je pense, la saison prochaine qui est arrivée l'hiver dernier. Donc ça va être quand même bien. T'es bien gentil avec la charnière Youssouf, mais il fait ce qu'il peut, mais Kozza, bof. Oui, après, j'ai pas dit que c'était Nesta Maldini, hein, c'est les deux, ils sont 17ème de Ligue 1, par hasard, mais Mousrati, à Youssouf, depuis son arrivée, c'est pas un mauvais défenseur de Ligue 1. Enfin, tu vois, il y en a qui ont été beaucoup plus dans le dur côté nantais. Ouais, là, c'est le champ du cygne, hein. Il va te rester quoi, du coup? Réception de Marseille, déplacement à Lens, réception de Toulouse. Et entre-temps, en fait, c'est vrai que si Auxerre bat Angers, déjà, là, ça va être... c'est finito de chez finito, là, pour le coup. Je sais pas comment tu pourrais t'en relever de ça. Le Paris FC, par contre, a un vrai... Enfin, le Rennes a un calendrier pas simple, là, parce que 2 déplacements, OL et Marseille, et ça va recevoir le Paris FC qui est... Voilà, hein, ils ont perdu leur premier match contre Lille, on va y venir juste après, mais sinon, quand même, il y a du beau... Il y a des choses à voir, donc non... c'est quelque chose. Le Depressico dans Marseille, franchement, il peut tout se passer. Je ne mettrai pas mon bras à couper que l'OM gagne ce match, hein. Mais non, j'ai passé un bon moment devant ce derby. Et au global, gros multiplex, hein. Je pense qu'on peut le souligner. On a vibré. On en a eu pour notre argent. Et pour ceux qui ne payaient pas l'abonnement Ligue 1 Plus, quand c'était en clair, il y a de quoi être satisfait. C'est vrai qu'il y a Altamari qui est vraiment aussi devenu le chouchou du Horizon Park. Et pareil, Altamari, dans ce qu'il te propose, ouais, 39 ballons touchés, mais tu vois, ça court partout. Il y a une zone d'activité qui est géniale. Moi Altamari, j'aime bien. Ça fait partie des joueurs coup de cœur en Ligue 1. C'est pas le mec qui va. On sait que c'est pas la meilleure finition, c'est pas le meilleur créateur, le meilleur passeur. Putain, par contre, en termes de kilomètres parcourus, il est partout. Ça, on peut pas lui reprocher. Ce petit Paris FC Lille, on a déjà évoqué le carton rouge de Lesmelou. Donc voilà, pour ceux qui ont débarqué en cours de live, je l'ai dit dans l'introduction, pas d'accord du tout avec la décision, il se retient, c'est extrêmement dur, voilà, parce que il y a le geste, ok, mais c'est le ballon est vers le sol, pas vers l'arbitre, et voilà, on est sur un sportif de haut niveau qui a une frustration, qui veut l'extérioriser, mais bon, on ne peut pas être que des robots, ça c'est clair et net. Maintenant, quelle victoire du LOSC, enfin franchement, chapeau à eux, parce que c'était le genre de match où je me disais, aïe, ça tombe à un moment difficile pour les Lillois, après le nul contre Nice, où tu vas jouer la meilleure équipe du début du printemps en Ligue 1, où tu vois des choses avec Comboiré, avec voilà, Mounetti, l'impact player du mercato hivernal, Immobilier qui revient, également Simon et Ikoné qui sont bien mieux. T'as voilà, même Coppola Mbo, la défense, elle tient la route. T'as aussi, tu vois, Ilan Kebal sur le banc qui rate ce penalty. Alors, Kebal rate ce penalty, mais je trouve qu'il a eu l'intelligence de laisser passer le ballon. Parce que quand tu touches, enfin, quand t'es tir de penalty, que ça va sur le poteau, que le gardien ne la dévie pas, t'as pas le droit de la retoucher derrière. Et en vrai, dans le feu de l'action, avoir la lucidité de laisser passer le ballon, c'est quand même pas mal. Et Kolocho derrière, je crois que c'est lui qui a cette occasion et qui bute sur Berké Ozer. Non, côté Lillois, bah, c'était le match qu'il fallait emporter. C'est, dans le calendrier, il reste aussi Monaco. Sinon, je crois qu'il y a aussi Le Havre et Auxerre à la maison. Mais ce déplacement au Paris FC avait tout du piège. Je t'en ai sorti. Donc, ouais, je le dis, hein, bravo à eux, parce que je pensais que ça allait être plus compliqué. Règle de merde, non. En vrai, pour moi, elle n'est pas indispensable. Je pense qu'on peut la passer. Je vais peut-être pas être aussi virulent que toi,
mais très clairement, ça change pas la face du monde, donc on peut la faire, on peut la faire sauter. À Romain Perrault, mon Romain Perrault, tac, et lui dans l'activité, pareil, hein, franchement, il aime trop ça, hein. Le coup franc aussi, pied gauche, bien exécuté, enfin, il a vraiment des qualités. On a parlé de très belles recrues avec Monetti, mais Perrault sur la globalité de la saison, pour 3 millions d'euros, je crois, c'est vraiment un des vrais bons coups du mercato. Fernandez Pardo, qui marque ce penalty, un petit peu une gestuelle à la Hazard, et il touche aussi la barre. C'est dans la continuité de ces dernières semaines, un joueur qui est beaucoup plus décisif, impactant, donc c'est bien, on réussit à le trouver. Après, ce système de Genesio, on le sait, avec Correa qui enchaîne beaucoup et Mukao qui est pas dans son rôle naturel. Pour l'instant, ça tient, mais tu vois, des fois, je préférais voir du Ethan Mbappé d'entrée. Enfin, Ethan Mbappé, j'aimerais beaucoup un jour. Bon, là, il a 5 ballons touchés en 12 minutes. Mais Ethan Mbappé, tu vois, titulaire sur une saison de Ligue 1, j'aimerais beaucoup voir le développement, jusqu'où il peut aller, ce qu'il peut nous offrir, parce que ça fait partie de mes interrogations. Je trouve qu'il a un truc, mais je ne sais pas jusqu'où il l'a. Donc, on a envie d'être fixé sur cette histoire. Ngoy a coûté que 3 millions d'euros, c'est exceptionnel. Ah bah, on parle beaucoup de la gestion, on a parlé de certaines sommes, des centaines de millions d'euros qui manquaient dans les caisses à Lyon. Côté Lille, hein, c'est plutôt le coffre-fort de Picsou. Hein. L'étang, il peut se baigner dedans, il peut faire des plongeons, du crawl, du papillon, du dos crawlé, de la brasse. Il se régale, hein. Mais c'est un club qui est extrêmement sain, et ça se sent, et du coup, tu feras jamais des folies, mais des fois, il y a des coups où tu te dis, bon, est-ce qu'il fallait peut-être mettre un peu plus d'argent pour aller chercher un profil un peu plus sérieux? Tu te dis, ça peut être le cas de Correa, on va encore lui laisser une saison, mais Ngoy, ouais, 3 millions d'euros, c'est pas mal du tout. Enfin, je te rejoins. La capacité du LOSC à soit former des bons centraux, on l'avait vu avec Euro, soit, bah, tu vois, également aller chercher du Diakité, du Botman, du Gabriel, du Ngoy. Non, c'est un club qui se développe très bien, et même s'il a disparu, j'oublie pas Alexandro, qui à un moment donné était top 5 des centraux de Ligue 1. Donc tu as quand même ce savoir-faire qui est propre. 6 millions sur Edjuma, c'était peut-être un peu beaucoup juste pour jouer la montée de la réserve en N2 par contre. Aïe aïe. Ouais, c'est vrai que là tu as raison de le souligner. On n'a peut-être pas eu les meilleurs, le meilleur flair, mais j'ai l'impression que c'était peut-être plus un panic buy dernier jour de mercato pour aller chercher vraiment ce neuf là. Peut-être que tu pouvais te contenter juste de Gaëtan Perrin pour étoffer ton attaque. Ouais, sur le banc, t'as quand même Sarawi, Santos, Mbemba, Vernon et Alexandro qui sont restés. Donc t'as quand même du matériel qui est certain. Bentaleb, je crois qu'on n'est pas si sûr de le revoir d'ici la fin de saison. Donc dommage, mais c'est bien aussi de gagner sans Bentaleb parce que ça faisait un moment. Donc là, ouais, André Boadi ont tenu la route. J'avoue que la fin de match a été compliquée, que Kebal et surtout Coleocho, franchement, Coleocho, si je devais élire le meilleur joker de Ligue 1 cette saison, il serait pas loin parce qu'à chaque fois qu'il fait des entrées, alors titulaire, c'est délicat, mais en tant que joueur qui rentre dans ce sens, c'est pas mal, hein, franchement. À chaque fois, il provoque, il teste, il entreprend. Moi, je le garde l'an prochain pour le Paris FC. Comboiré se prend au jeu, il parle de la saison à venir. Il a un contrat normalement jusqu'à l'été 2027. Donc, moi, je te dis, je donne de la continuité à ce qu'il a fait sur ces dernières semaines. Maintenant, on a commencé à parler de mercato pour certaines équipes. Vers quoi va s'orienter le Paris FC? Parce que là, je suis archi intrigué. La première saison, c'était celle de la découverte, du maintien, tout ça, mais voilà, hein, t'as quand même LVMH et Red Bull dans le truc. Faut qu'il y ait un peu plus de pétillant. Donc, sans être le Monaco de 2013, je pense qu'ils vont faire des investissements qui vont être archi intéressants. Et là, pour le coup, on va peut-être plus se rapprocher de la première partie tableau, évidemment, d'une qualification européenne. Enveloppe de 50 millions d'euros pour le Paris FC, apparemment. Bon, on va voir, hein, sur quel type de profil ils vont aller. Et non, côté Lillois, c'est le moment idéal parce que Rennes et l'OL ont gagné. Et si toi, tu gagnais pas, là, t'étais à 55, t'étais plus maître de ton destin. Là, si la semaine prochaine, tu gagnes contre
Je pense que c'est Le Havre de mémoire. Si tu gagnes contre Le Havre pendant que Lyon et Rennes, tu vois, partagent des points, il y en a un qui perd gros, tout ça, tu peux sortir de cette J32 comme étant le grand vainqueur et avoir la main sur cette troisième place. Parce que on parle de top 4, mais vous le savez comme moi, hein, sortir des 2 tours de qualification, il y a très peu d'équipes qui ont pu le faire. Lille l'a fait il y a 2 ans, tant mieux pour eux, ils peuvent le refaire. Mais là, pour le coup, c'est objectif troisième place à coup sûr, quoi. Il faut surtout vendre ce qu'on n'a pas fait cette saison. Ah là, il y a quelques joueurs que tu vas devoir vendre, hein, parce que même Otavio, après, ça peut garder une certaine valeur marchande, hein, Porto, Ligue 1, et tu le revendras pas au prix que tu l'as acheté, hein, 17 millions d'euros, là, bon courage. Et même Ilan Kebal, tu vois, qui est pas forcément trop dans les plans de Combaré depuis son arrivée, belle valeur marchande, ça peut peut-être être le moment, tu vois, de capitaliser sur sa vraie belle saison en Ligue 1. Ça, je suis d'accord avec toi. On en est à combien? 1h40 de live. Oh là là, 1h40 de live pour enfin parler de ce classique, le Chelsea-Liverpool, le Liverpool-Arsenal, le génialissime Le Havre-Metz. Ah, sur le papier, hein, il n'y en a pas beaucoup qui y croyaient. Hein. Surtout qu'à côté, t'avais un derby Rennes-Nantes, t'avais le Paris FC Lille. Mais c'est pour ça qu'on aime la fin de saison. On se lâche. Il y a des fois plus grand chose à jouer. T'as quand même le Havre qui doit sécuriser sa place pour le rester en Ligue 1. Ils sont plus très loin pour moi. Et Metz, qui a déjà fait son baroud d'honneur. Mais moi j'adore. Moi, je trouve que c'est le genre de match qui me fait aimer ce championnat où je me dis, mais même là, je vais avoir des sensations fortes. Et des fois, je me dis, ouais, je suis content d'avoir pu animer tous ces débriefs, d'avoir suivi tous ces matchs pour vivre ce genre d'après-midi. Ça m'attaque, Vitalia. Ça confirme la théorie Cristiano Ronaldo. Le but, c'est comme les ketchup. Ça vient tout d'un coup. Et eux qui ont mis du temps à lancer leur série en Ligue 1, bon, Samata, ça part depuis loin. Mais voilà, ça enchaîne bien. Keshta qui marque, et quel but, quelle reprise, encore plus quand on sait que Keshta n'était pas titulaire annoncé, c'était Bouffal, Keshta qui n'avait pas joué en Ligue 1 depuis titulaire, hein, je parle bien, depuis janvier, il a saisi l'opportunité, on sait tous que Keshta est un vrai bon joueur de ballon, il lui manque peut-être plus de la confiance, de l'apport dans les 30 derniers mètres. Ah bah là, les 30 derniers mètres, c'est pas posé de question le garçon, hein. Il t'a envoyé un missile digne de Rémi Maréval Prime, pour ceux qui ont la référence. Et non, c'est vrai que c'était un match qui était très particulier, très, très vivant, scénario débridé à chaque fois. C'est revenu au score. J'ai même cru vraiment que Metz allait l'emporter à la fin, où le dernier but de Gauthier leur a donné un vrai regain d'énergie sur la fin de match, mais tu avais un peu du chaos, tu avais les 3 contre 2 à gérer pour les Havrais. Donc c'est beau, même tu as le petit Pandore, un joueur qu'on ne connaît pas forcément, deuxième match en pro, et il marque. C'est beau pour lui. T'as Nathan Mbala qui a encore fait parler son pied gauche, qu'on apprécie de plus en plus ici. T'as Zouaï qui a marqué son premier but en Ligue 1, qui a fait un centre très très bien dévié. Ce but de Doucouré, pareil, j'adore, hein, parce que là, il a fracassé le but de Si. Il s'est pas posé de questions. Et vraiment une belle reprise. Donc, je sais pas s'il y a grand chose à analyser d'un point de vue tactique, parce que le match a été tout azimut, mais juste envie de dire merci. Merci à Didier Digard, merci à Benoît Tavenot, aux 22 acteurs, à leurs remplaçants, parce que je pense que c'est le genre de rencontre qui fait la publicité de la Ligue 1. Alors, certains vont dire, ouais, dès demain, je l'aurais oublié, mais on a vibré, on a vu des choses, on a vu des classiques, on a vu des beaux buts, et ouais, je suis assez fan de cette proposition des deux côtés. C'est vrai que pour Benoît Tavenot, c'est dur, parce que Metz n'a pas gagné depuis novembre. La série là sur la seconde partie de saison, c'est infernal, ça ne s'arrête plus. Mais au moins, Metz n'est pas un 18ème ignoble. D'un point de vue des résultats, si, mais dans la proposition, tu vois, tu as eu la presque remontée contre Toulouse, tu as eu le match au Vélodrome qui était pas déconnant. C'est une équipe qui a allé chercher un nul contre Lille. Enfin, Benoît Tavenot, moi, je me dis, je sais pas comment ça pourra continuer. Voilà, l'an prochain, je sais pas quel sera le projet à Metz, mais son équipe, elle a tenté encore et encore, mais trop de limites défensives. Et après, au bout d'un moment, au niveau talent, on sait qu'il peut avoir des lacunes, quoi. Aucun joueur à récupérer pour des clubs qui jouent l'Europe chez Metz, non. Ça part de loin, mais moi, sur le banc de la rotation, un Titashvili, je prends le risque. Titashvili, je prends le risque. Nathan Mbala, c'est très jeune, mais je me dis que c'est le genre de gamin.
Il a le truc en plus, donc pourquoi pas mettre le grappin. Et après, ouais, c'est plus compliqué. Bon, après, t'as un Kofi Kwao qui a un fin de contrat, qui a un profil intéressant. Pourquoi pas aller chercher, mais il n'y en a pas beaucoup de joueurs sur lesquels j'y vais. Pour le reste de la Ligue 1, pourquoi pas. Mais pour jouer l'Europe, c'est quand même un peu rude. Est-ce qu'il a gagné un match? Non, non, il n'a pas gagné le match, hein, le pauvre Benoît Tavenot. Et du coup, avec même son équipe de 0, c'est dur quoi, 0,3 points de moyenne, t'imagines. Et même avec Bastia, je crois que la série était assez dure hein, pour lui également, où ça a pas pris beaucoup de matchs sous son commandement. Ouais, 4 nuls et 9 défaites en 13 matchs. Ouais, là, ça picote grandement. Donc, encore une fois, huitième descente, je crois, de ce que j'ai compris, au 21e siècle pour Metz. Personne n'a fait mieux ou pire, selon le point de vue, en Europe au 21e siècle. Donc, le FC Metz a écrit histoire. Je pense qu'ils peuvent être quand même fiers de ça. Mais non, non, très bon match de Ligue 1 et on a bien kiffé. On va se faire la petite équipe type, les boss, l'équipe type de la journée. Donc n'hésitez pas à balancer ce que vous avez en réserve. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de buts, donc ça va pas forcément être évident de tout choisir. Je pense qu'on va peut-être essayer, tu vois, de se répartir certains rôles. Pourquoi pas Beraldo milieu de terrain, peut-être un Romain Perrault ou un Ngoy côté lillois. Ça peut avoir son importance. T'as Pagis qui fait un super match. Vraiment, j'ai trouvé que il a été bon. Côté gardien. Oh, côté gardien, c'est pas si évident. Faut que je m'en souvienne un petit peu de toutes les performances de Ligue 1 qu'il y a eu à ce niveau-là. Parce que là, pour le coup, tac tac, ouais, ça me remet à chaque fois sur les calendriers. Un tel. Hop, on va se faire ça, ce sera plus simple. Tac tac. Un match de gardien qui m'a bluffé. Putain, j'avoue qu'il y a Berkehauser, mais sinon, Samba peut-être. Samba, ça peut. Pourquoi pas le faire, ouais. Ouais. Penders, ouais. Samba, ouais, j'avoue. Penders aussi. Diouf, ouais. Evan Diouf, c'est vrai que Evan Diouf, il en sort quelques-unes ce soir. Du coup, je suis d'accord avec vous pour l'entrée de Saint-Max, qui est très très bon avec les. Ah putain, c'est vrai qu'à gauche, j'ai quand même un Daouda Guindo qui a fait un match de fou. Peut-être que je vais mettre Guindo là et on va mettre Ngoy dans l'axe. Comme ça, on va essayer de mettre le plus de joueurs possible. Ouais, après, oui, il y a Keshta, Zouaï aussi. Hein. En fait, t'as eu tellement de spectacles. Ouais, on va se régaler. Vous savez quoi? On va mettre du beau monde ici. Ouais, Samba peut pas prendre ce lob. Ouais, c'est vrai. Attends, je vais peut-être comparer. Diouf, il fait quoi? Il fait 5 arrêts, un but encaissé. Ok. Je regarde juste les stats, pas forcément les notes. Hein. 6 arrêts pour Samba. Ouais. Et Penders, il en est à 4 arrêts. Ouais. Ça. En vrai, il n'y a pas de gardien qui sort de ouf, tu vois. Tolisso pour le dernier milieu. Ouais, c'est vrai. Tolisso pour son entrée. C'est vrai. Ça, je suis d'accord avec toi. Hop, on va avoir. On va compléter ça. On peut mettre Gauthier Hein, évidemment. Bon, on va peut-être mettre un Strasbourgeois, ouais, ou Diouf. Le soleil gêne Samba. En même temps, le but, il est tellement beau, l'inspiration, elle est belle. Mais sinon, il t'en sort quand même 2-3 Samba qui sont pas mal. Il y a Yaremchuk, c'est vrai, qui met ce doublé. En plus, j'ai fait ma petite take sur lui. Ça peut avoir son importance. Et au niveau défenseur, on a parlé d'Engoy. Euh, Camara, c'est vrai qu'il a mis un beau but, mais Monaco n'a pas emporté. Bon, après, Paris a été en démonstration, a été vraiment tranquille sur ce match-là. Putain, franchement, dernier défenseur, Mandy, ouais, je pourrais mettre les deux Lillois. Ozer et homme du match. Peut-être, ouais. Ozer, j'ai pas regardé les stats exacts. Ozer, seulement 2 arrêts, mais il y a celui sur le penalty qui est pas mal, où il reste concentré. Plus Mandy que Ngoy pour moi. Bon, après, c'est discussion
Voilà quoi. Attends, je suis comment? Ouais, en vrai, j'arrive pas à trouver un autre défenseur. Je vous avoue, pour la première fois, ça m'arrive. Je sèche, même moi, il y en a pas un où je me dis, paf, tu vois, cette inspiration. T'as Omo Babidele qui rentre, qui marque. Ça peut être, tu vois, peut-être ça. Allez, on va trancher, on va mettre pas mal Homo. On va faire comme ça. Et on n'a peut-être pas de René, donc on peut mettre Samba. Allez, comme ça, hop, on a mis assez de monde. Désolé, c'était un peu long parce que journée à 39 buts, il s'est passé tellement de choses, j'ai plus tout en tête. Donc Samba au cage, Zouaoui, Ngoy, Omo Babidele, Guindo en défense, Keshta, Beraldo, Tolisso. Et on a Saint-Maximin, Yaremchuk, Gauthier, Hein en attaque. Vraie belle équipe de Ligue 1. Franchement, pas mal, pas mal. J'aime beaucoup la dynamique, la synergie qui s'en dégage. Prochaine journée, J32. On a rendez-vous du coup. Pas de match le 1er mai. On commencera le samedi à 15h avec Nantes-Marseille. On a une journée marathon samedi. PSG Lorient à 17h. 19h, Metz-Monaco, 21h05, Nice-Lens. On enchaînera 15h, Lille-Le Havre. Dans le midi, on a Strasbourg-Toulouse, Auxerre-Angers et Paris-FC-Brest. Et le Lyon-Rennes, 20h45, finale, peut-être pas finale, mais quart de finale pour la Ligue des Champions. Ça va être génial cette histoire. Franchement, je pense qu'on va encore bien vibrer. Merci à tous de m'avoir suivi. Comme d'habitude, c'était super. Très bon moment passé en votre compagnie. On se retrouve demain sur Hors-jeu 18h pour aller plus loin sur ces fameuses previews Ligue des Champions. Et voilà, parler tout ce qui s'est passé ce week-end encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. C'était top. On a fait plein de choses. Ligue 1, Ligue 2, foot étranger. Donc moi, je prends toujours beaucoup de plaisir à faire ça avec vous. C'est vrai qu'il est tard. Là, il y a du montage qui m'attend. On va se reposer. Non, mercredi, vous savez quoi? Des fois, les matchs les plus pas dégueux, mais ceux auxquels on s'attend pas, on peut avoir quelque chose de fou. Donc, entre le Cholismo et l'Arteta Ball, on espère une petite étincelle. Prenez soin de vous, passez une bonne soirée, une bonne nuit, et je vous dis à très vite. Salut à tous les boss.